Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue pour un nouveau numéro dont refait les médias. On est le vendredi 10 octobre 2025, il est actuellement 20h48. Nous n'avons toujours pas de nouveau Premier ministre, en tout cas de Premier ministre. C'est la grosse actualité de la semaine, cette crise politique qui vient s'empêtrer Emmanuel Macron, qui paraît complètement flou, les partis politiques qui sont complètement divisés, et nous, on analyse ça à travers les médias, et forcément, c'est un regard pour le moins atypique, original. On va essayer de regarder ça aujourd'hui, c'est un sujet qui sera évidemment abordé tout au long du live, tout au long de la soirée. Euh, Typiquement, j'ai mon téléphone qui est juste là. S'il y a des infos qui tombent dans la soirée, je vous le dis, j'ai BFM TV en fond aussi derrière. On va essayer voilà, au cas où, si ça tombe à tout moment, le nouveau Premier ministre ou Sébastien Lecornu ou pas de ministre du tout tombe, on basculera exactement pour en parler, pour essayer d'analyser tout ça. Mais à côté, on a quand même un petit sommaire qui nous attend. En effet, on va parler aujourd'hui de... Salut Samy, j'espère que tu vas bien. On va parler aujourd'hui de l'arrêt des mystères de l'amour sur TMC, ce que ça veut dire, ce qu'il raconte, est-ce que c'est vraiment fini ou non. Voilà, on va se pencher sur ce dossier. On évoquera aussi l'arrêt de Lego Master et aussi les projets d'Éric Antoine sur M6 et sur le groupe M6 et les raisons pour lesquelles il diminue certaines émissions. On se penchera sur la petite actualité, on en a énormément parlé, le fait que le groupe Bolloré veut vraiment mettre la main sur le groupe Prisma Media, c'est-à-dire ils détenaient déjà le groupe Prisma Media, mais ils avaient déjà une envie bien sincère et bien volontaire de s'accaparer le groupe Prisma Media et le mettre à la ligne des autres médias des groupes Bolloré. Et donc il y a on va dire un événement, il y a eu un incident qui s'est déjà passé et qu'on verra dès demain dans les colonnes de Femmes Actuelles, un article qui a été imposé, non pas écrit par les journalistes de Femmes Actuelles, mais écrit par une journaliste de CNews. On évoquera évidemment le record pour Léa Salamé sur France 2, ce qui veut dire ainsi que l'interview de... Mince, j'ai oublié son nom, mais du numéro 2 de France Télévisions, Stéphane Sidbon-Gomez, auprès de Pure Média, où il parle un peu de ses analyses, avec quelques petits tacles envoyés en direction d'Anne-Sophie Apix. Et enfin, on terminera, parce que c'est le gros sujet, et à tout moment on peut basculer là-dessus, sur cette crise politique, vue à travers les médias, cette semaine politique complètement folle, complètement historique. On est à la fois la risée du monde par rapport à ce qui peut se passer, et en même temps voir comment est-ce que les journalistes ont travaillé, les différentes on va dire, différents événements, différents incidents, les différentes péripéties qu'il y a pu avoir dans ce récit de cette crise politique dans les médias. Donc on s'y intéressera évidemment. Mon cher Samy, tu me demandes pour commencer, est-ce que j'ai vu les droits TV Ligue des Champions? Non, ils sont tombés. J'avoue que Ligue des Champions, j'ai pas vu ça. Alors... Non, il est marqué, sera lancé le 13 octobre. Lancé le 13 octobre. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On verra un peu quand les premiers noms qui sortiront. Normalement, si tout va bien, Canal devrait conserver. Bonsoir, ça se discute. Ça discute de quoi ce soir, Florent? Voilà, ce que j'ai présenté un tout petit peu, le petit line-up. Le petit line-up qu'on peut avoir. Ouais, Netflix va acheter les droits. Ça va être, si c'est Netflix, ça va être ultra intéressant. Ultra intéressant. Mais pour le moment, en vrai, je connais très très bien le monde des droits télé sportifs dans le football. Et il y a toujours des noms qui sortent, mais tant que l'appel d'offres n'a pas été lancé, on est vraiment sur la rumeur et on peut avoir tout et n'importe quoi. Mais ouais, en effet, on va être sur un énorme montant pour la Ligue des Champions. C'est pas étonnant parce qu'on sait que c'est l'une des compétitions qui rapporte le plus, qui est la plus regardée et qui crée vraiment un énorme phénomène. T'as des news sur le nom du Premier ministre? Je pense que c'est toi, les filles Moaglo. C'est toi qui le sera. Non, pour le moment, je l'ai pas. Et dès qu'il y a des informations qui tombent, je vous le dis. Là, par exemple, je viens de voir via une notification du Figaro que notre cher ancien Premier ministre Édouard Philippe menace que son parti ne participe pas au gouvernement si c'est un macroniste qui le gouverne. Donc ça annonce la couleur, puisque Édouard Philippe est censé
faire partie du socle commun d'Emmanuel Macron. Et en gros, s'il y a un recul sur les retraites, il dit bah il n'y aura pas de soutien de mon parti avec vous. Il n'y aura aucun ministre Horizon dans ce gouvernement s'ils reviennent sur les retraites. Sauf que bah, revenir sur les retraites, c'était la possibilité d'avoir un soutien, ou en tout cas de ne pas avoir un vote de censure de la part des socialistes. Donc voilà, tout ça, c'est non-stop, et il y a toutes ces petites infos qui tombent. On en parlera évidemment tout à l'heure. Hein. On attendra la confirmation officielle, je tiendrai au courant. Yes, parfait Samy. Fallait pas que je dise ouais, que tu te prépares. Bah ouais, bah là, je pense qu'il appelle énormément de monde. Hein. Surtout que les gens vont vouloir suivre le PSG cette année complètement. Bah déjà l'année dernière, Béraud, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu suivre le PSG en Ligue des Champions. Mais là, je pense que ça va être encore plus attendu. Encore plus attendu. Et d'année en année, ça va être ça. Donc ça va vraiment monter en puissance. Cette année, c'est toujours Canal. Hein, parce que les appels d'offres, c'est pour dans quelques années. Salut Oli au Coco. LFI, samedi prochain, je serai là en Premier ministre. Attention, préparez la sécurité. Ah, tu viens du coup, LFI Moaglo? T'as pris tes places T'as pris tes places pour venir nous voir, surtout pour venir voir l'émission présentée par... je prends mes places ce soir. Ok, trop bien, bah trop chouette, tu me feras coucou. Moi, normalement, j'apparaîtrai pas à l'antenne, mais tu me verras en coulisses. De toute façon, normalement, je serai sur le plateau. Mais surtout Kevin qui va animer le show, qui fera le show. Donc tant qu'on n'a pas de nouvelles infos, tant qu'on n'a pas de nouvelles dépêches qui tombent sur ce qui se passe actuellement en France en politique, on va faire un refait les médias classique. Avec cette actu qu'on a eue dans la semaine, c'est une information de Télé Loisirs qui a annoncé l'arrêt des Mystères de l'amour, notamment en raison d'une érosion des audiences. Hein, alors c'est une erreur. Pour ceux qui ne l'ont pas trop suivi, Les Mystères de l'amour, c'est l'une des séries dérivées d'Hélène et les garçons, cette série qui était ultra populaire il y a maintenant près de 30 ans, et qui aujourd'hui a une place un peu particulière sur le PAF. Elle est produite par JLA Group, et donc on a Les Mystères de l'amour qui était diffusé depuis près de 12 ans, 14 ans, je sais plus la date dans ma tête, mais qui était présent depuis longtemps sur TMC le dimanche, il y avait samedi et dimanche, mais notamment le dimanche avec un épisode inédit. Et donc on apprend que à la fin de l'année, Les Mystères de l'amour s'arrêtent. Alors là, panique à bord, qu'est-ce qui se passe, etc. pour les fans absolus des Mystères de l'amour. Je n'en suis pas un. Je suis pas très fan de feuilleton, pour tout vous dire. Mais en tout cas, je sais que ce feuilleton a une place particulière. Hein. Il y a une Hélène Rollès, il y a Elsa Esnou aussi qui est dedans. Donc on a énormément quand même de visages, on va dire, populaires au sein des Mystères de l'amour. Sauf que, contrairement à ce qui était annoncé sur certains sites, le groupe JLA, Jean-Luc Azoulay, le producteur, a annoncé que les personnages des Mystères de l'amour allait revenir en 2026 sur une autre chaîne. Et donc là, ça redistribue un peu toutes les cartes. Parce que ça veut dire, est-ce que c'est les mêmes personnages qui vont revenir ou non? Ou est-ce que ça va être une énième série dérivée des Mystères de l'amour, d'Hélène et les garçons, etc., etc., etc. Donc, on sent que voilà, il y a des possibilités. On pourrait très bien imaginer un RMC Live qui récupère les Mystères de l'amour pour avoir un feuilleton. Hein, ça pourrait correspondre très clairement à leur ligne parce que les Mystères de l'amour en soi, si ça faisait marche, ça cartonnait pas sur ce qu'on appelle les 4 ans et plus. Ça restait des très bons scores sur la FRDA -50, la femme responsable des achats de moins de 50 ans, qui est une cible commerciale ultra prioritaire pour les diffuseurs, celle qui intéresse le plus les annonceurs. Et pour RMC Live, elle correspondrait aussi à vouloir toucher un public féminin, puisque c'est dans son cahier des charges mettre des femmes à l'antenne pour un public féminin. Et c'est vraiment l'objectif. Donc, on pourrait, moi, voilà, mon petit guess, mon petit sentiment, c'est d'imaginer un Mystère de l'amour ou une nouvelle version débarquer sur RMC Live pour venir davantage, on va dire, muscler cette chaîne qui commence à faire, voilà, petit pas par petit pas au fur et à mesure. Elle a eu des audiences qui sont un peu redescendues, ça s'alterne un tout petit peu, mais on est sur, voilà, un feuilleton qui reste populaire et qui du coup, va s'arrêter dans son état actuel des choses sur TMC à la fin de l'année. C'était une petite info vraiment d'entrée en matière comme ça. Hein. Tac, c'est Brigitte qui a chuté, c'est une blague qui cavale sur TikTok. Ok, bien. Salut TikTok. François Azoulay a tué lui-même sa série avec des scénarios débiles.
Alors, est-ce que les scénarios n'ont pas toujours été simplistes, très presque télé, c'est un peu nos telenovelas à nous, quoi, les mystères de l'amour. Enfin, ça s'arrête cette série, tu dis Edgar, ok. Pour toi, Samy, et si RMC peut récupérer les mystères, bah c'est possible. Les EHPAD de l'amour bientôt, c'est vrai. Edgar, je ne peux plus me voir cette série. Mais en tout cas, tu la verras plus sur TMC. Samy, soit une quotidienne, soit en hebdo. Ouais, c'est vrai, ça, à voir ce qui a été négocié. Pas trop cher pour MC Life. Bah ça dépend, ça dépend. Faut imaginer quand même que euh, les recrutements qui sont faits sur RMC, Rodolphe Saadé met le prix, met le tarif, François. Donc, mécaniquement, s'ils ont envie d'avoir un public, une communauté qui est déjà présente et qui va pouvoir retrouver son bébé, bah, pour les faire venir sur la fréquence 25, c'est pas une mauvaise stratégie. Maintenant, c'est plus un guess qu'une information officielle que je peux donner. LFI, les mystères de l'amour, honnêtement, ils ont voulu faire comme les feux de l'amour, mais c'est claqué, ok. T'as trouvé du boulot? Bah non, pour le moment, je suis encore avec vous, Oli au Coco, même si on va dire c'est un peu mon travail, ce que je fais avec vous. C'est un peu devenu mon quotidien, production de vidéos et les lives. Et je fais aussi des ateliers d'initiation à l'intelligence artificielle, des ateliers d'éducation média aussi auprès des jeunes. On va me voir bientôt sur une émission qui va diffuser sur YouTube. Et après, voilà, il y a encore des petites pistes. Mais j'ai pas en fait de boulot en tant que tel dans une rédaction. Mais on va dire que j'ai plein de petites activités autour. Ouais, j'ai vu la fermeture de Game One. Samy, j'ai vu aussi. SPF, les gens qui aiment ou pas peuvent juste pas regarder ou changer de chaîne. C'est vrai. Salut Maëlo. Donc voilà. Il n'y avait pas mille choses à dire sur l'arrêt des mystères de l'amour, je vais pas entrer dans les scénarios, etc. C'est plus voilà un symbole d'un feuilleton qui est présent depuis de nombreuses années. Depuis de nombreuses années. Donc, hop là, non. Il y a une tempête en Guadeloupe, donc je reçois toutes les notifications là. J'ai tout ce qui tombe. Dès qu'il y a un truc qui tombe, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pour ça que t'as pas encore pensé C'est pour ça que t'as pas encore pensé dans On refait les médias. Bah, on refait les médias, c'est voilà, c'est notre petite émission à nous, c'est notre petit bébé, notre petit bijou. Ouais, de Game One. Ouais, après je me suis dit, l'arrêt de Game One, en fait c'est très difficile. En fait, il y a plein de choses. En fait, je vous le dis, ça fait plus JT des médias. Genre, je vous annonce l'arrêt de Game One. Maintenant, bah, l'arrêt de Game One, c'est l'arrêt du jeu vidéo. Est-ce que ça va être repris ou non? Webedia, on a fait aussi avec le live. Non, le stream, le live ça a duré moins longtemps, avec le stream. Donc voilà, le jeu vidéo, est-ce que le jeu vidéo a vraiment sa place encore en tant que chaîne? Il y a bien une raison pour laquelle il a arrêté. J'ai vu que certains voilà, lançaient Xavier Niel pour le relancer, mais après en tant que tel, il n'y a pas grand-chose à raconter. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Parce que la décision de Paramount, fusion Skydance. Ah oui, oui, c'est vrai. Mais c'est surtout, de toute façon, quand on arrête une chaîne, c'est des raisons financières. Bon, à part quand c'est une décision, on va dire, de l'ARCOM, mais... Là, il y a Alain Minx sur BFM, il est en train de craquer sur... qui était un très très proche de Macron, qui vient dire Macron n'est pas fou, il est narcissique. Même Kayan l'a appris sur les réseaux. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui a été le plus dur pour les équipes de Game One, c'était de l'apprendre sur les réseaux sociaux via un article de presse. Plus que... voilà, il y a des choses qui prennent fin et peut-être qu'il n'y avait plus le public qui fonctionnait derrière et plus l'économie aussi qui fonctionne. Et c'est toujours triste hein, la fin d'une chaîne, hein, toujours triste. On va passer au prochain sujet. Eric Antoine qui officialise l'arrêt de Lego Master. Alors, Lego Master, ça faisait 5 ans que c'était à l'antenne. Dans cette émission, on voyait des experts des Lego monter des Lego et créer de vrais chefs-d'œuvre, hein, de vraies œuvres d'art à l'antenne. Et donc voilà, année après année, au début ça a très très bien marché, hein, c'était diffusé notamment du coup à la période de Noël. Les enfants aimaient énormément Lego Master. Lego Master n'a pas marqué le public, ne rencontre pas plus de succès. En tout cas, ce que tu dis à Samy, en tout cas voilà, Lego Master ça a été quelque chose qui a très très bien fonctionné au début. On m'a déjà dit que je ressemblais à l'humoriste Franjo. Ouais, on me le dit assez souvent, Fafa. Alors que toute ma famille, quand je leur dis ça, ils me disent mais pas du tout, mais rien à voir avec Franjo. Mais ouais, il y a des gens qui m'ont dit aussi que je ressemblais ou j'avais une manière de parler
comme l'humoriste Ben. Alors, je l'ai pas assez écouté, on en a parlé de temps en temps, mais c'est fait de briques et de broc cette émission, exactement. Ouais, de loin les yeux plissés en noir et blanc. Donc ouais, on revient sur Eric Antoine. Donc Eric Antoine va prendre un peu de recul puisqu'il va arrêter, en tout cas il va arrêter le tournage du Juste Prix pendant une petite période pour pouvoir se consacrer à son propre seul en scène au théâtre. En revanche, il confirme qu'il continue à être à la présentation des Traîtres, qui reviendra pour une nouvelle saison après la dernière saison qui vient d'être terminée. On aura une nouvelle saison des Traîtres qui va revenir. Il va revenir aussi en tant que juré dans La France a un incroyable talent. Il va continuer. Attends, je dis Juste Prix, et donc l'autre c'est La Roue de la Fortune. Et on le retrouvera pour une saison 2 de 99 à battre ce programme qu'on a vu là au mois de juin ou juillet, je sais plus, où on voyait du coup 100 épreuves et les gens devaient s'éliminer. Enfin, le dernier était éliminé à chaque fois. Et il annonce du coup l'arrêt officiel de Lego Master. Il explique pour plusieurs raisons. Déjà, il y a des termes qui sont un peu bizarres. Mais en gros, ils disent que le format n'attire plus le public attendu de l'époque, n'est plus aussi puissant qu'auparavant. Et que c'est vrai que le format, on a un peu fait le tour de ce format-là. On voit un peu les mêmes choses, c'est monter de Lego, et très clairement, l'audience ne suivait plus. L'audience de Lego Master ne suivait plus, puisque la dernière saison, la saison 5, en prime time, ça a dépassé difficilement le million pour la P1, et ça passait sous le million en P2. Donc, forcément, même si ça faisait 15 points sur les FRDA-50, ce qui est loin d'être dégueu, très très loin d'être dégueu, mais en tout cas, ça fait des audiences qui sont très très compliquées pour M6, et surtout, une émission qui coûte extrêmement cher à produire, puisque elle dure 4 mois, non, ça dure 1 mois pour seulement 4 émissions. 1 mois, 4 émissions. Donc, payer des équipes, des gens, des hôtels, des techniciens, des participants, des candidats, pour devoir travailler, être présent pendant 1 mois pour seulement 4 numéros, quand on sait qu'il y a d'autres émissions qui sont tournées très très rapidement. Pour seulement 4 numéros, si on avait beaucoup plus, ça serait autre chose, mais seulement 4 numéros, par rapport aux audiences, en fait, eux ils se sont dit, c'est finito. Moi, je m'interrogerai toujours sur le nom de l'émission, qui est Lego Master. Et Lego Master, il y a le terme Lego. Et Lego, c'est aussi une marque. Et donc, il y a une marque quand même cachée, dissimulée dans le titre. Et je trouve ça, un peu dommage, un peu dangereux. C'est un peu de la publicité clandestine. Et je pense qu'il faut savoir en faire attention. Alors, Vina Vina, c'était sympa pour les passionnés de Lego. Après, je crois que sur Gulli, ils vont continuer, par contre, sur Gulli, ils vont continuer à diffuser la version américaine de Lego Master. Hello, moi je comprends les gens qui te trouvent une ressemblance avec Franjo, mais tu m'as jamais dit ça, toi, Hello. T'as jamais dit que je ressemblais à Franjo. Tu m'as dit que je ressemblais à Fran, mais, ou à Joe, mais jamais Franjo. Il peut continuer à la télé malgré le retour au théâtre. Ouais, je pense qu'il va essayer d'avoir des horaires un peu aménagés. T'as moi qui espérais que ça se voit le début de la fin pour lui. Et non, c'est que le début de il est très apprécié en fait. Il est Eric Antoine sur toutes les études qui ont pu être faites par M6, c'est l'animateur préféré des enfants. Et l'animateur aussi, plutôt bien apprécié des parents, justement pour ça. Parce qu'il est rigolo, mais jamais vulgaire, il est vraiment dans un personnage, et donc pour beaucoup de personnes, c'est vraiment très, très plaisant. Donc pour, a priori, Eric Antoine, il n'y a pas de raison, à part si lui, c'est une décision personnelle. Mais a priori, on devrait continuer à le voir à la télévision sur M6. C'est un visage phare d'M6 qui représente le divertissement et les programmes familiaux. Oli au Coco, la petite lucarne était trop grande pour lui. Ok. Alors, Samy, le format est très fatigant en tournant, comme tu l'as dit, émission coûte très cher. Ouais, comme Secret Story est la plus chère à produire. Ouais, là, surtout que là, t'as des gens H24. Béro, il fallait faire plus sur des thèmes style Disney pour les Lego. Ouais, fallait peut-être plus anglais enfant, mais je pense qu'en vrai, c'est le coût de l'émission qui est vraiment difficile. Il va faire un Mikado Master. Ouais, j'avoue, il pourrait faire Mikado, il pourrait faire Uno Master. Qui est Master
Très très chaud, qui est-ce? Shifumi Master, ça pourrait être pas mal. Pendant une soirée entière, Shifumi Master, tu fais un Shifumi, tu gagnes, tu perds. On sent M6, ils sont de moins en moins dessous, hein, vraiment, Shifumi Master. 1, 2, 3 Soleil Master. C'est un concept américain, ouais. Domino Master. Ouais, c'était un peu ça, pareil, les domino Brick Master. Là, actuellement, on a Premier ministre Master. On a Emmanuel Macron qui est à l'Elysée, qui essaie de construire un Premier ministre qui fonctionne pour pas appuyer sur le bouton dissolution. Lego Master, version française, aurait pu rebondir sur Gulli, la chaîne pour enfants. Version française, non, je pense que ça coûte trop cher, Samy. Bon, bah tant pis pour moi. Ok, hello. Les Américains, ils ont des concepts de jeux de fou par rapport à nous, ça part en tous les sens. C'est vrai. Après, nous, il y a beaucoup de formats qu'on reprend. Par exemple, 99 à battre, que j'ai trouvé quand même, c'était des jeux ultra low cost, ultra low cost. Vraiment, on doit gonfler un ballon, un truc comme ça. On doit plier un sac de couchage. Et en fait, c'est un format qui est américain. Parce que M6 développe les nouveaux formats, on pense à Pandore, ouais, on verra Pandore ce que ça sera avec Olivier Mine, on verra aussi le retour d'Olivier Mine avec le maillon faible. Tout ça, évidemment, il y aura énormément d'attentes. M6 pourrait te faire un prime de 2 heures sur Shifumi et un making-of de 1h30 derrière. Ouais. Shifumi, ça continue. Animé par Juju Fitcat. Et qui reviendrait sur les plus grands moments des Shifumi. Non, il a mis... Alors d'ailleurs, petite anecdote. Parce que moi j'ai lu des études sur les Shifumi. Parce qu'il y a des techniques, il y a vraiment des techniques. Quand vous jouez contre un homme, ou quelqu'un qui estime être plus fort que vous, il y a énormément plus de chances que cette personne joue la pierre. Et donc, si vous sentez que la personne en face de vous s'estime plus forte que vous, mettez la feuille. Vous avez plus de probabilité de gagner en jouant la feuille face à quelqu'un qui s'estime supérieur à vous. En revanche, si c'est quelqu'un qui est fébrile, elle va davantage jouer les ciseaux ou la feuille. Ce qui du coup est un peu compliqué, mais en tout cas, vous, votre côté, vous savez qu'elle va pas jouer. Donc ne jouez pas la feuille, ça ne servait à rien. Au pire, vous faites couper et donc vous perdez. Mais elle peut jouer la feuille aussi. Donc le mieux, c'est jouer les ciseaux. Parce qu'au moins les ciseaux se rentrent et elle mettra la feuille. Donc en gros, si vous voyez quelqu'un qui est un peu fébrile pour jouer face à vous, vous jouez, et qu'en gros vous vous sentez supérieur, jouez les ciseaux. Jouez les ciseaux. En revanche, si vous voyez quelqu'un qui se sent ultra supérieur, et souvent c'est les hommes, ils se disent je vais gagner, je suis un bonhomme, il va jouer la pierre. Et là, même en tant que mec, vous pouvez l'abattre. C'est pour ça, je vous donne le petit pitch, je vous le fais, c'est pour vous. Le puits est en jeu, évidemment, le puits ne compte pas. Un jour, on va se faire un live Shifumi ici, ça sera improbable. Mais donc voilà, Lego Master s'arrête et je pense que ça va faire du bien à M6 surtout, qui de toute façon a énormément de nouveaux programmes et il faut quand même reconnaître à M6 cette volonté d'essayer de produire des nouvelles choses, d'essayer de nouvelles émissions, de mettre de la nouveauté. Des fois ça marche pas et donc c'est parfois un peu compliqué et on essaie de leur donner de la force. Ça fait partie vraiment du game, c'est comme ça. Et on espère quand même avoir de nouvelles émissions. De toute façon, il y en aura, hein, parce que quand on voit Olivier Mine qui arrive, c'est aussi pour faire du divertissement. Et je pense qu'il y a une possibilité qu'un jour, avec Antoine, cède quelques jeux à Olivier Mine. Ils font combien d'émissions par jour, le jeu à la 2 le matin avec Guillon? Ah, ils font combien? Ah, ils en tournent beaucoup. Ils en tournent en général, ils tournent tout... Ouais, c'est des salves de 5, 6, 7, parfois 8 émissions sur une journée. Hein. Ça peut durer très très longtemps. Mais ça permet de pouvoir cumuler et surtout que l'émission de Guillon, donc c'est le nom vous l'avez. Vous l'avez. C'est un truc, voilà. Et qu'Antoine souhaite relancer, tourner. Non, c'est pas les amours. C'est chacun son tour. Oui, le nom, il n'est pas foufou. Ouais, il souhaitait aussi relancer Tourner Manège, mais bon, on peut pas tout relancer dans sa vie. On peut pas tout relancer. On va continuer, les copains, en reparlant de l'un de mes personnages préférés, évidemment, dans les médias. Ouais, on va un peu plus vite, là, on a moins de grosses actus. Je pense qu'on parlera davantage politique à la fin, hein. Crise politique, médias. Ça discute.
Ouais, bah on continue à discuter, Béro, on continue à parler, et puis s'il faut qu'on parle comme ça toute la soirée, tout ça. Pendant 6 mois, les candidats sont là, incroyable. Ouais, c'est ça. C'est qu'après, ils doivent revenir, pendant 6 mois, les candidats sont là. Euh, Tu sais si ça marche, Hanouna, sur Fun Radio? Bah on sait pas encore, Vina Vina. Pardon, je bois un peu d'eau. Bon, Cyril Hanouna, sur les audiences à la radio, on devrait avoir les inters bientôt, ceux qui ont des contacts dans la radio. Et donc moi, je vous donnerai, je pense, si j'ai les inters pour le Fun Radio. En revanche, les audiences radio, c'est pas comme les audiences télé. Audiences radio, elles arrivent une fois tous les 3 mois. Donc il faut attendre courant novembre. On aura les premières audiences de la rentrée. Et évidemment, je vous les donnerai. On se fera une analyse spéciale pour voir si Hanouna, ça marche ou non. Honnêtement, ça marche. Je J'ai pas peur de mouiller pour te dire que Too Beau Too Fun sur Fun Radio, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'on va dire que la case auparavant n'était pas une case extrêmement événementielle. Voilà, c'était une case d'après-midi, d'after school. Là où maintenant, t'as Hanouna, t'as une personnalité, et donc on devrait avoir de plus en plus de gens qui vont en parler. Hello, les audiences radio, c'est comme Médiamétrie, il faut être inscrit. Non, les audiences radio, on n'a pas besoin d'être inscrit, il faut juste être inscrit à l'État. Et on nous appelle, vous savez, non, c'est pas à l'État. En gros, il y a des endroits où ils récupèrent nos numéros de téléphone. Il y a plein de gens qui peuvent récupérer nos numéros de téléphone, on s'en rend pas compte, nous, on cède dans plein d'endroits, dans plein de lieux, nos numéros de téléphone. Ces numéros de téléphone sont parfois rachetés par les instituts de sondage. Et Médiamétrie est un institut de sondage avant tout. C'est un institut de sondage. Donc c'est comme quand on vous appelle, on vous dit pourquoi vous allez voter. Voilà, vous allez dire je vote ci, je vote ça, je vote pas, etc. Médiamétrie fait exactement pareil. Pendant les 3 mois, ils appellent des gens qui sont représentatifs de la population, à chaque fois. Donc ils savent pas qui je suis. Quand j'appelle, ils me posent des questions, parce que je les ai déjà eu au téléphone. Ils m'appellent, ils me posent des questions, ils me disent alors, comment ça se passe, vous faites quoi comme métier, vous avez quel âge, est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous habitez dans une petite, grande ville. Bref, ils me posent énormément de questions au téléphone, et ensuite ils me demandent est-ce que vous écoutez cette radio? Et là, il me cite toutes les radios, voire même des radios qui n'existent plus, pour voir en gros si on est conscient de ce qu'on écoute ou non. Et donc, forcément, quand on a au téléphone, à un moment, on peut dire ah, Fun Radio, j'écoute. Quand est-ce que vous écoutez? Quand est-ce que vous... En gros, on vous demande est-ce que vous avez écouté récemment? Donc, ouais, j'ai dit ouais, hier, j'écoutais Hanouna. En tout cas, j'écoutais de 16h à 17h. Et donc, eux, ils comptabilisent. Il y a à peu près 126 000 personnes qui répondent au téléphone pour faire cette audience, pour que ce soit la plus carrée possible, vu que c'est quelque chose qui est au téléphone et on essaie de la régler comme ça. Donc on t'appelle, en fonction de ton profil, tu donnes des informations, ces informations-là vont dans des algorithmes, les algorithmes vont extrapoler ces chiffres pour pouvoir donner une équivalence de ce que tu peux écouter à la radio. Donc voilà comment sont construites, de manière j'ai essayé de vous vulgariser, le fonctionnement des audiences radio. Je vais te dire un secret, j'ai le module médiamétrie chez moi, tu dis Oli au Coco. Ok, bah, après, normalement, faut pas le dire, mais, voilà, faut rester neutre et continuer à regarder la télévision comme on l'entend et comme on le sent. Tout le monde est surveillé, ouais, tout le monde est surveillé. Vina, mais comment ils appellent des gens, du coup, pour les audiences TV, ils parlent de millions de spectateurs? Alors, je parlais pour le téléphone. Non, pour la radio, on appelle les gens au téléphone. Pour la télévision, on a, comme explique Oli au Coco, on a un boîtier. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de donner des données à l'algorithme de médiamétrie pour pouvoir estimer le nombre de téléspectateurs qui regardent la télévision. Donc, on donne un boîtier à chaque panéliste. Dans ce panel, les gens doivent donner en information si eux ils regardent tout seuls, à plusieurs, quand est-ce qu'ils changent de chaîne, etc., etc. Donc, ils ont le petit boîtier, et le petit boîtier récupère les données durant la nuit, vers 3h, 4h du matin, et les envoie à Médiamétrie. Médiamétrie, durant toute la nuit, ils vont traiter ces données. Ils vont les extrapoler, se dire est-ce qu'il y a moins de monde qui a regardé ou pas, en fonction du panel. En gros, s'il y a des gens qui ont parlé à la télévision, c'est un nombre de téléspectateurs qui disparaît. Parce que on peut avoir un boîtier et ne pas regarder la télévision. Et donc c'est là où
c'est intéressant, c'est qu'on voit le total télé qui diminue. C'est-à-dire que demain, Oli Okoko décide de ne plus regarder la télévision, et ben ça fait partie du total télé qui va diminuer. Parce que, je sais pas, demain, c'est samedi soir, Oli Okoko, t'as une soirée, t'as une fête, tu vas dîner entre amis, et bah t'es pas devant la télévision. Alors que d'habitude, t'es là tous les samedis soirs. Donc techniquement, ça veut dire que le gâteau habituel du nombre de téléspectateurs, il va diminuer. Puisqu'on sait que les gens qui ont le boîtier n'y vont pas. Et on estime que bah, toi, t'es représentatif d'une population qui est susceptible d'aller dîner un samedi soir. Là où si tu es un public plus âgé, bah, tu vas peut-être moins sortir samedi soir, ou plus jeune, ou étudiant et tu n'as pas trop de sous pour sortir. Bref, il y a plein de possibilités qui permettent du coup de comprendre les tendances au sein de Médiamétrie pour pouvoir voir l'audience globale et avoir une estimation du Total TV. Dans ce Total TV, on a combien de personnes à regarder un peu partout, ce qui donne du coup des pourcentages, la fameuse PDA, des parts d'audience, qui permettent en gros d'avoir à la fois le nombre de téléspectateurs qui est important, mais aussi la PDA, c'est-à-dire quelle part tu as prise par rapport au nombre total de téléspectateurs qu'il y avait à ce moment-là. J'espère que j'ai été assez clair. Salut, sur quel cardinal? Je vais en parler tout de suite. J'avoue, on m'a lancé sur Médiamétrie. Oli Okoko est sur TikTok en ce moment et pas devant le match, par exemple. Tout à fait. Par contre, si il laisse la télé allumée en regardant TikTok, en disant je regarde BFM, et bah BFM va être comptabilisé ou le match va être comptabilisé. Et d'ailleurs, demain, je dis dans le futur, mais normalement début janvier, on aura la possibilité de comptabiliser aussi le temps passé devant Netflix. C'est-à-dire que si vous ne regardez pas BFM, TF1, France 2, Canal, M6, mais que vous préférez regarder à 21h Netflix, demain on aura dans le total télé combien de personnes à regarder à quelle heure Netflix, Amazon, Disney+, HBO, MyCanal, etc., etc., etc. Donc c'est un moyen aussi de pouvoir mesurer la puissance des nouvelles plateformes. Puisqu'on estime aujourd'hui que les plateformes viennent piquer des millions de téléspectateurs à la télé. Et donc ça va permettre peut-être de faire grossir le gâteau. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez Netflix au lieu de mettre la télévision, bah sur le boîtier, il n'y a rien qui l'indique. Donc, mécaniquement, bah on considère que vous n'avez pas regardé la télévision ce soir. Alors que vous avez regardé. C'est-à-dire que vous avez consommé l'outil télévision à ce moment-là, mais non pas pour ce qui est produit par la TNT, les chaînes, etc., mais via une plateforme différente. Et ça, les plateformes, elles n'ont jamais voulu communiquer, mais maintenant, elles pourront. Ce qui sera un peu intéressant, c'est-à-dire que s'il y a une nouvelle série qui est lancée, si on voit que l'audience n'est pas plus haute le jour de sa sortie, on pourrait se dire qu'elle a moins bien marché que d'autres. Médiamétrie compte les podcasts et les flux radio web. Alors, les podcasts, c'est une autre manière de calculer, qui est, on va dire, un peu plus simple. Mais et flux radio web, flux radio web, c'est autre chose, c'est une autre manière. Vraie question, les gens regardent encore la télévision? Ouais, les gens regardent encore la télévision. Parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais typiquement, cette semaine a été extrêmement regardée d'un point de vue politique. D'un point de vue politique, il y a eu énormément de gens devant leur télévision. Donc, quand on a beaucoup de personnes qui regardent la télévision, c'est-à-dire que la télévision est encore un outil. Elle est moins regardée en effet qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Ça, c'est sûr et certain. En revanche, la télévision est toujours un outil ultra important comme média de masse. C'est-à-dire, il est encore extrêmement consommé. On peut avoir aujourd'hui, que sur une journée, 30, 40 millions de personnes qui ont regardé la télévision. C'est-à-dire qu'au moins une fois, à un moment dans la journée, quelqu'un a regardé la télévision. Et ça, c'est à prendre en compte. Donc c'est assez important. On compte les mineurs aussi, évidemment. BFM parle politique depuis lundi, il se passe plus rien dans le monde pour eux. Toutes les chaînes, Seb, parlent politique. Toutes les chaînes, en vrai. Ils ont eu le petit passage sur... on en reparlera tout à l'heure, sur Gaza, mais on va pas se mentir. L'actualité principale en France, c'est quand même la crise profonde, politique, qui, qu'on le veuille ou non, aura un impact sur nos vies. Donc, on va revenir pour parler du groupe Bolloré. Alors, je vais faire mon petit speech, je lirai après vos commentaires si vous en avez. Évidemment.
Alors, le groupe Prisma Media a été racheté par le groupe Vivendi, qui est détenu par Vincent Bolloré, dans le groupe Canal+. Enfin, tout ça, ça fait partie d'une immense galaxie bolloréenne, depuis plusieurs années déjà. Il y a déjà eu des plans de départ, des plans sociaux, des gens qui ont quitté Prisma Media en raison de l'arrivée de Vincent Bolloré. Sauf que depuis quelques années, on avait le sentiment que Vincent Bolloré et ses j'allais dire un terme qui est un peu déplacé, j'allais dire ses sbires, mais non. Et ces hommes forts de sa direction, je pense à Gérald Brice-Viré, Serge Nedjar, il les a toujours mis de côté par rapport au groupe Prisma. Sauf que, depuis quelques mois, il a décidé d'entrer directement dans les lignes éditoriales de ces magazines, en se disant que la télé, j'ai. La radio, c'est bon. Ligne éditoriale, c'est fait. JDD, c'est bon. JD News, c'est bon. Les maisons d'édition, c'est bon. Il a Havas, il a pas mal de choses. On sait qu'il est entré au sein du GC, et au sein du GC, ça va être très, 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 très compliqué. On l'apprend là vraiment dans les pages du Canard enchaîné, évidemment, toujours, le bon vieux Canard. Dans le bon vieux Canard enchaîné, on apprend, c'est où, la dernière tentation de Bolloré qui, du coup, va racheter UGC, qui est le deuxième ou troisième groupe ciné le plus important de France, avec, voilà, cette idée de se dire, est-ce que les films vont maintenant aussi devoir être sur la ligne de Vincent Bolloré, la ligne aussi voulue du groupe des groupes CNews, JDD, Europe 1. Donc il y a tout ce truc-là, et c'est vrai que Prisma Media était un peu encore à côté. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte, on va dire, d'autocensure. Il n'y avait pas de consigne directe, mais il savait que, voilà, il ne fallait pas taper sur Pascal Praud, sur Christine Kelly, sur Hanouna quand il était au sein du groupe Canal. Mais sauf qu'à part ça, il n'y avait pas trop de soucis. Sauf que là, ils sont vraiment entrés dedans. Serge Nedjar a pris la tête de certains magazines. Gérald Brice-Viré, donc directeur des programmes et des antennes du groupe Canal+, est aussi arrivé. Arnaud Lagardère a été nommé patron du groupe Prisma Media, et donc forcément du côté des syndicats, ça a été alerte rouge, qu'est-ce qui se passe, etc. Sauf que du côté de ces dirigeants-là, ils s'en moquent des syndicats. Ils disent, nous, on y va. Et donc dans le numéro de ce samedi de Femmes Actuelles, on a, d'ailleurs j'ai fait une faute à Femmes Actuelles, shame on me, dans le numéro de Femmes Actuelles cette semaine, donc je vais reprendre un article, on a une double page sur le cardinal François Bustillo, qui a été écrite par un journaliste de CNews dans les colonnes de Femmes Actuelles. Un article qui a été imposé. Comment ça ? C'est-à-dire que ils ont décidé, dans le Femmes Actuelles, de mettre une double page consacrée au cardinal François Bustillo. Pourquoi le cardinal François Bustillo ? Bon, déjà, pour les raisons, on va dire... voilà, c'est la ligne catholique de Vincent Bolloré. Mais surtout, il publie un livre aux éditions, surprise, Fayard, autre propriété du groupe détenu par Vincent Bolloré. Et donc, c'est Challenge qui révèle ça, un article qui est appelé Le Christ et le coach qui nous apprend à vivre. Cette interview, elle est signée par Véronique Jacquier, elle-même journaliste de CNews et chroniqueuse dans l'émission Enquête d'esprit. C'est un programme qui parle du coup du catholicisme et de sujets spirituels depuis 2020. Et cet article, il est tenu clé en main, imposé, comme ça, et aucune possibilité de dire non. Donc, pour les lecteurs et lectrices de Femmes Actuelles, ils auront cet article qui a été signé et donc non observé par la rédaction en chef de Femmes Actuelles. Je ne sais pas si vous avez imaginé un peu le truc. Quand on construit un journal, il y a une rédaction en chef qui fait une conf de rédac avec ses journalistes ou ses chefs de pôle, en fonction des pôles qu'on peut avoir. Ils discutent ensemble des sujets, des sujets qui peuvent être abordés, des sujets réfléchis, et donc tous ensemble, ils valident les sujets. Ces sujets-là donc sont envoyés, et ils décident à peu près de faire... Voilà, peut-être il y a une interview, j'en sais rien, d'une actrice, d'une musicienne qui va être présente. Et donc, ils vont dire, là,
cette semaine, on va faire une double page sur elle, la couverture sur elle. Et donc, toute la semaine, ils vont chacun faire leur travail. Il peut y avoir des surprises, X ou Y raison, des surprises qui vont faire en sorte que on change complètement, il y a un décès, il y a une actualité forte qui fait qu'on va modifier, réduire la taille des articles, etc. Sauf que là, du coup, ils avaient tout leur chemin de fer, on appelle ça un chemin de fer en presse écrite, c'est quand on a vraiment de la première page à la dernière page du journal ce qu'on va mettre. Et il y a Gérald Brisviré qui débarque et qui dit non, là on va mettre une double interview d'un cardinal. Ah ouais? Ouais. Et vous n'avez pas le choix. C'est ce qu'on appelle du coup imposer une ligne éditoriale, imposer des choix et imposer des articles au sein d'un journal. Ce qui peut du coup être un peu inquiétant. J'ai vu ta question Hello qui disait c'est quoi la ligne édito de Femme Actuelle initialement. Ça n'a pas vraiment de ligne éditoriale, ça a surtout une ligne de parler de sujets féminins, on va dire. Mais ça a plutôt été toujours ouvert. Il n'y a pas franchement de ligne politique, normalement, dans Femme Actuelle. François, zéro problème pour toi, c'est un groupe privé, le patron des sites, c'est du commerce. Oui et non. En fait, en France, on a ce qu'on appelle une déontologie journalistique, avec des règles. On a une charte, la charte de Munich qu'on essaie d'appliquer, avec on va dire, un ensemble de règles qui fait qu'un journaliste est censé être indépendant, un rédacteur en chef est censé avoir une ligne indépendante, et ne pas se retrouver avec des articles imposés, clés en main, sans même avoir un droit de regard en tant que rédacteur en chef. C'est-à-dire que tout le concept même d'une rédaction bascule. À ce moment-là, on ferait basculer un journal en tant que journal de propagande, avec du coup une idéologie imposée et un travail journalistique qui ne serait plus fait correctement et déontologiquement. C'est-à-dire que en presse écrite, on a le droit d'avoir une presse d'opinion. En France, contrairement à l'audiovisuel, ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier, l'audiovisuel n'a pas le droit d'être un média d'opinion. La télé et à la radio n'a pas le droit d'être d'opinion. En revanche, la presse a le droit, car elle ne dépend pas de fréquences dites publiques. Donc, elle peut très bien être d'une couleur politique. En revanche, le travail des journalistes, celui-ci doit être respecté. Dans un sens où, les journalistes, il y a un fonctionnement, il y a une ligne éditoriale, il y a un choix, et arriver et tout basculer, c'est une atteinte directe au travail journalistique. Et donc là, c'est au travail de toute une rédaction. Arriver et dire « Ah non, mais moi, je veux imposer ce truc-là ». C'est pas comme s'ils avaient dit « Ah, il faudrait faire tel sujet ». C'est-à-dire que la rédaction en chef a dit « Il faudrait faire un sujet sur le cardinal ». Et donc, ils envoient l'une de leurs journalistes ou l'un de leurs journalistes faire ce sujet-là. Non, c'est en gros, on arrive et on fait une sorte de... c'est de la propagande dans le sens même pur de la définition du mot propagande, qui est même celle de la publicité. Dans le sens où cet article-là, il vient faire la publicité d'un article, d'un livre édité par le même groupe, sauf que ce n'est pas une page de pub. Donc c'est quasiment du brand content, c'est-à-dire un contenu fait pour faire de la publicité, mais sans dire que c'est de la pub. Et donc tout ça pose problème d'un point de vue journalistique. Et donc si demain, au Figaro, on a, comme il s'appelle, je vais prendre le truc inverse, Mathieu Pigasse, qui entre à l'actionnariat du Figaro, et qui décide de mettre une double page non écrite par les journalistes, mettant en valeur Guillaume Meurice, les journalistes du Figaro vont monter au créneau. Et ce sera justifié. Donc, le souci, c'est d'imposer certaines choses à une rédaction alors que ce n'était pas prévu dedans. C'est plutôt ça. Il y a eu le même cas visiblement avec Télé Loisirs qui avait fait une et en gros la direction a dit non, vous changez cette une et vous mettez une sur l'un des acteurs d'un film qui va être diffusé sur Canal, je crois Enfant Phare, l'un des deux acteurs. C'est un féminin généraliste, à politique. Oui, c'est ça, Anton. T'as bien résumé.
Bon, ok, c'est pénible de faire imposer professionnellement quelque chose, c'est clair. C'est ça. Bah, c'est surtout que la presse, c'est pas un commerce comme un autre. L'info, ce n'est pas un commerce comme un autre. L'info, ça a un coût, évidemment, mais ce n'est pas vendre du papier ou vendre des imprimantes. L'information, ça a un but pour informer les gens, pour leur donner du décryptage et savoir où est-ce qu'on est. Mais si on arrive sur des articles qui sont, du coup, non voulus par la rédaction en chef, ça veut dire, et donc c'est pas un travail de cette rédaction-là, et c'est du coup de la propagande cachée, parce qu'en plus, si on te le dit pas, tu penses que c'est normal de faire cette promotion-là, mais il faut préciser que c'est de la promotion, que c'est un livre qui est édité par le même groupe, par la même famille, parce que sinon le lecteur, il est piégé, il pense que bah, c'est un article fait de manière plutôt neutre, parce que les journalistes ont estimé qu'il y avait un sujet, c'est ça, il y avait un sujet à faire sur ce cardinal, sauf que là, c'est pas le cas. Là, c'est la direction qui a dit pour faire la promotion, on met ça, et donc comme je vous fais pas confiance, je vais demander à ma journaliste spécialisée religion d'en parler. Donc ça, on va dire, c'est plutôt problématique. Bon, plus que le canard soit racheté par Bolloré. C'est pas près d'arriver, tic-tac-toc, c'est pas près d'arriver. Le Mac des salles d'attente, c'est vrai, t'as raison William. T'as un peu raison. Mais bon, c'est Femme Actuelle, c'est pas non plus un magazine d'information. Tout à fait, sauf que c'est ça qui est assez intéressant, Miguel, c'est que passer par des magazines qui ne sont pas des magazines politiques, c'est un peu ça, pas magazines politiques, c'est aussi un moyen détourné de pouvoir, faire de la pub cachée et changer, on va dire, l'opinion d'un public qui ne se rend pas compte. Par exemple, si demain, dans Femme Actuelle, vous avez une contre l'avortement, ce qui n'est pas la ligne de Femme Actuelle, et ce qui n'est pas la décision des journalistes, ça devient extrêmement grave. Sauf que le public de Femme Actuelle peut se retrouver avec ce truc-là en disant « Ah bon, pourquoi ? Bon, c'est mon journal, j'y crois, etc. » C'est pas déjà ce qui se passe avec les chaînes info. Bah normalement, les chaînes info ne sont pas censées être d'une couleur politique ou non. Alors, selon Olivier Faure, je vous donne un petit truc, hein. Macron n'est pas prêt à nommer un Premier ministre, donc on l'aura peut-être pas ce soir. Miguel, c'est le talk, le talk des chaînes info qui les rendent d'opinion, là où c'était d'autrefois 100%. C'est le fort, je pense, j'essaie de comprendre ce que tu dis. Hein. Le rond, je pense que tu as dû faire une coquille. Je pense que c'est le format du talk qui donne le sentiment que c'est d'opinion. Aujourd'hui, la seule chaîne qui s'approche d'une chaîne d'opinion, c'est CNews. Moi, je me range derrière la décision du Conseil d'État et je parle de CNews comme une chaîne d'information. Et c'est pour cette raison que, je le répète, et qu'ils ont des obligations. C'est-à-dire que si demain, l'ARCOM décide, ou voilà, le gouvernement, le Parlement décide qu'on a le droit d'avoir des médias d'opinion. C'est possible. Et que l'ARCOM, du coup, l'autorise, puisque ça passe par la loi. L'ARCOM, c'est que des juristes, c'est ce que j'explique très souvent, des gens qui sont censés appliquer la loi. Donc ils décident, on peut dire qu'il y a des médias d'opinion. Donc si demain CNews devient officiellement un média d'opinion, et que on a le droit dans la loi, c'est possible. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit. Et donc le Conseil d'État a estimé que ce n'était pas une chaîne d'opinion, mais une chaîne d'information. Donc je me range derrière ça. Mais ils n'ont pas le droit de faire de l'opinion. Et en vrai, BFM TV a des choix éditoriaux, mais c'est pas une chaîne d'opinion. Il y a tout. Il y a vraiment de tout. Il y a toutes les couleurs politiques qui viennent. LCI, c'est exactement pareil. France Info, c'est exactement pareil. Donc en soi, BFM, LCI, France Info ne sont pas des chaînes d'opinion. C'est des chaînes où il y a des opinions qui se confrontent, mais ce ne sont pas des chaînes d'opinion. Avec d'ailleurs une grande place donnée au journalisme, quand même, sur ces trois chaînes. Le paquebot CNews est en vitesse de croisière, les directeurs généraux ont plus de temps pour s'occuper du print. C'est vrai que t'as raison William, il y a peut-être un peu ça, où, parce que c'est vrai, Serge Nedjar, il bosse non-stop, c'est le patron de CNews. Et là, il doit bosser comme pas possible, et on le met en plus à la tête d'autres magazines au sein de Prisma. Il y a un 0 pour la France. La France. Qui a marqué Hello?
Alors, pour un Newsmax, c'est gênant, mais pour un lifestyle, bof. Pour toi, Miguel. Ok, bah après, c'est. Prisma a toujours été un groupe apolitique, c'est pas inodant ce qui se passe. Ouais, bah c'était, on va dire, le seul endroit où c'était un peu, on va dire, il y avait une couleur politique, c'était Capital. Capital, voilà, qui a toujours été un journal, mais voilà, les journaux d'économie en général, c'est souvent des journaux, pardon, des journaux libéraux, des journaux, voilà, pro-entreprise, qui s'intéressent au business, etc. Là où ils ont senti, justement, le souci pour Capital, c'était qu'il y avait certains sujets qu'il est plus droit d'aborder. S'il y a un classement où Vincent Bolloré n'est pas en tête, il ne faut pas en parler, etc., etc. Ce qui a du coup donné la naissance à l'informé. C'est du publi-reportage, quoi. Exactement. Sauf que le publi-reportage, et ça c'est d'un point de vue de la loi, il faut le déclarer. Il faut le déclarer. Et changement éditorial peut braquer les annonceurs. C'est vrai, tu as raison Antoine. Fafa, École supérieure du journalisme de Paris a été rachetée. En effet, alors elle n'a pas été rachetée uniquement par Bolloré, elle a été rachetée par un conglomérat de médias privés. En effet, Fafa, tu as raison. Mais c'est un conglomérat de médias privés qui a racheté l'ESJ Paris, qui était déjà une école privée non reconnue par la profession. Mais en effet, ils l'ont racheté. Et au début, il y avait le groupe Bayard qui s'est finalement retiré. Je ne sais plus qui reste à l'ESJ Paris. Il faut que je regarde. ESJ Paris. Alors, qui sont les boss? Alors, on a Bernard Lavillardière qui est directeur général adjoint, c'est toujours marrant. Alors, on a Vincent Bolloré, Bernard Arnault, Rodolphe Saadé et d'autres acteurs majeurs. Donc il y a encore pas mal de monde. Il y a encore pas mal de monde dedans. Ceux qui n'adhèrent pas au projet du patron ont le droit de postuler ailleurs, comme dans toute boîte. Ouais, bon, après, c'est quand même différent, François, hein. C'est que si demain j'arrive chez toi et je décide de casser toute ta manière de travailler, surtout que, comme je l'explique une nouvelle fois, l'information, ce n'est pas la même chose que vendre du papier. Mais après, tu as le droit de le penser, hein. Les grands patrons catastrophés par le chaos politique français. Sévan, j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, mais c'est plus à droite qu'avant. Ok, Sévan. Pascal Perry, il est d'opinion aussi. Renaud Pila aussi. BFM, ça a trop bougé, je sais plus. Oui, mais alors, une nouvelle fois, Pascal Perry, Renaud Pila, Bruno Jeudi, je dirais même Patrick Cohen, Thomas Legrand, et même on peut accepter, on pourrait en prendre certains sur CNews. Le problème sur CNews, c'est que des éditorialistes. Mais en fait, ce sont des éditorialistes. Ce sont Pascal Perry, Renaud Pila, ce sont des éditorialistes. Ils viennent apporter une analyse politique. Et cette analyse, mécaniquement, elle sera pas biaisée, mais elle peut pas être complètement neutre. C'est-à-dire que l'analyse, elle est faite d'un point de vue particulier. Et donc, ce point de vue-là, bah, c'est le travail de l'éditorialiste qui existe. Euh, bah, on va avoir le sentiment qu'il va être représentatif de la chaîne. Mais si on regarde par exemple BFM TV, quand on voit tous les journalistes qui sont sur le terrain, quand on voit les sujets qui sont abordés là, depuis le début de la soirée, toujours pas de Premier ministre, la crise, enfin ils ont abordé, je vois pas quelle couleur politique ça a, sauf les analyses qu'il peut avoir autour de la table, mais ils ont des éditorialistes divers. Il y a la gauche qui a été très présente, les Verts sont venus en plateau pendant une bonne partie de la journée, des socialistes, des communistes, des gens LR. Là, ils ont un plateau. Il y a aussi, je vois la candidate, il y a Lavalette du Rassemblement National. Et ce format-là, on le retrouve sur les autres antennes. Donc, on peut quand même dire que, en soi, il y a une diversité d'opinions. Il faut juste être conscient qu'il y a des éditorialistes. Ceux qui ne doivent pas être éditorialistes, ce sont les journalistes de terrain spécialisés, on va dire, chefs du service politique, chefs du service police-justice, chefs du service santé, et le présentateur, qui lui n'est pas là pour orienter l'opinion, mais est là pour orienter le débat. C'est-à-dire, bah là, on change de sujet, là, je vous passe la parole, à toi, etc. Et chacun doit pouvoir confronter ses idées. C'est ça, en fait, les règles d'un débat, selon l'ARCOM et selon
selon les réglementations qu'il peut y avoir. Dans les prolongations de la mi-temps. Merci Hello, Mbappé, Kylian. Avez-vous des nouvelles sur le rachat du Parisien? Alors, le Parisien, c'est toujours en attente. Il faut savoir que la direction n'est pas encore revenue officiellement, ouvertement, auprès des journalistes. Et donc, du coup, les journalistes sont toujours mécontents pour toujours deux choses. Du coup, le risque de revente du Parisien, Vincent Bolloré notamment, mais d'autres personnes qui ont été nommées, mais également un autre risque, celui du plan social qui a été imposé et de la CDIsation de certains journalistes qui n'a pas eu lieu. Ils avaient promis, si le plan de départ fonctionnait, que 16 CDI allaient être créés pour le numérique. Et ces 16 CDI, ils ne l'ont pas eu. Donc il y a eu une grève des journalistes du Parisien. On n'a pas eu de journaux ce jour-là. Ce jour-là, c'était le vendredi dernier, je crois, ou le vendredi d'après, je ne sais plus. Et lundi, ils ont fait une grève des signatures. Des signatures d'articles. Donc c'est-à-dire, on ne savait plus, mais en gros, c'est leur seul moyen d'essayer de dire on n'est pas content. C'est pas facile, mais voilà, pour le moment, ça veut dire que c'est en négociation du côté de Bernard Arnault et de ses enfants qui aussi gèrent un peu le dossier pour savoir comment ils vont faire vivre ce groupe Les Échos Le Parisien, et notamment la jambe Le Parisien, qui est un vrai casse-tête de savoir est-ce qu'on a le ventre maintenant, est-ce qu'on attend la présidentielle, est-ce que la politique va jouer, comment est-ce que Bernard Arnault va vouloir se positionner vis-à-vis de ça. Donc c'est un énorme sujet, un énorme débat qui va être très très compliqué à aborder, à suivre, à analyser, et tout ça, pour le moment, on a très peu d'informations, tout comme les journalistes du Parisien en ont. Et on se rend compte qu'ils bossent, surtout là, pour la période de crise politique, ils sont quand même assez présents parce qu'ils veulent quand même informer leurs lecteurs. Il faut pas oublier que le Parisien, aujourd'hui en France, reste un quotidien extrêmement lu, que ce soit sur le numérique ou en print. Donc, le Parisien sont dans une crise actuellement et sont surtout dans une crise de silence puisqu'ils sont incapables de savoir exactement quel sera le cap, quelle sera la direction qui sera prise pour eux. Et je leur souhaite vraiment d'avoir une issue favorable, puisqu'il ne faut pas oublier que le Parisien reste un très très grand journal français, historique, et qui a marqué vraiment l'époque après la Seconde Guerre mondiale. CFPJ, Muniez depuis un moment, c'est vrai, Sévan, tu as raison. Champion frérot, parlons de la Gay Pride algérienne. Non. Ça n'a aucun lien avec les médias, amigo. Nicolas Dose est très bon aussi. Nicolas Dose, c'est LCI TF1, ça. Une marque de fringues peut changer. Exactement. Sauf que c'est pas des fringues qu'on vend, François, c'est de l'information. Et c'est bien différent. Parce que changer des fringues, ça va pas altérer la réalité ou l'opinion des gens. Et les piéger. Changement de fringues. Ce qui n'est pas la même chose. LCI, ils ont quand même souvent Louis Sarkozy. Ah, mais ça fait 1 heure, les copains. Mon petit jeu. Hop là. J'ai pas eu le temps de répondre. Oh, je l'ai raté en plus. Comment on peut rater de mettre un puzzle? Mais ça a lagué, hein. Vous l'avez vu, que ça a lagué. Allez, voilà. Tadam! Ils allaient m'arrêter. Si je le fais pas, ça s'arrête, le live s'arrête. LCI, ils ont quand même souvent Louis Sarkozy, filleul de Bouygues. Il faut. Ouais. Alors, complètement. Complètement. Sauf que, alors, c'est ultra critiquable. Hein. On peut, je dis pas que les chaînes d'information sont parfaites. C'est ultra critiquable. Mais je parle du pluralisme. Quand on parlait tout à l'heure de l'opinion, c'est-à-dire, on peut juger est-ce que Louis Sarkozy est compétent et justifié et légitime à être présent en tant que débatteur. Sauf que il est débatteur face à Raquel Garrido. Et elle est là la petite différence. C'est qu'il vient pas juste en plateau, il fait sa chronique et il se tire. Et donc du coup, on a offert. Il a ça sur RMC. Mais sur RMC, c'est une chronique où il y a plusieurs voix différentes qui parlent aussi. Donc, c'est pas une seule voix. Il est confronté face à Raquel Garrido. Donc Louis Sarkozy, en soi, est face à une contradiction. On va dire que Raquel Garrido n'est pas sur la même ligne que Louis Sarkozy. Donc, on peut critiquer le fait de se dire, pourquoi Louis Sarkozy a le droit à une telle place dans les médias, dans l'espace médiatique, il est invité partout, il est nommé chroniqueur,
Parfois, on s'intéresse même plus au bouquin sur Napoléon qu'il fait, mais plutôt sur son analyse, parce il porte le nom Sarkozy, donc ça a une marque encore plus forte. Et que, en revanche, ils l'ont inséré dans des émissions de manière équilibrée. Ça, on ne pourra pas dire, c'est quand même de manière équilibrée. C'est plus le choix de l'avoir choisi lui, mais en revanche, c'est été fait de manière équilibrée. De toute façon, maintenant, on le verra beaucoup moins, puisqu'il est candidat à la mairie de Meudon, et donc SCI et RMC devront forcément le mettre moins à l'antenne, parce que sinon, ils vont avoir un déséquilibre de l'équité de temps de parole. Sévan Arnaud, il veut match, je crois, en échange, est-il possible avec le Parisien Arnaud, il a déjà Paris Match, Sévan. Il a déjà Paris Match depuis novembre d'il y a un an, 2024. Salut Loneni. Gentil de me dire BG. Je sais pas si je suis si beau que ça, je pense pas. Sévan, ça dépend de quel candidat ils soutiennent. Ouais, ça peut aussi, je sais ça. La position de Barbier au journal L'Express. Il n'y est plus, Christophe Barbier, à l'Express, ou je me trompe? Pour moi, il n'est plus à l'Express, Michel. Tu live jusqu'à quand je sais pas, jusqu'à qu'on ait terminé. Jusqu'à qu'on ait terminé. Le puzzle. Ouais, y a pas de souci, Sévan. Qui est candidat à la mairie de Meudon? J'ai pas entendu. Louis Sarkozy. Patigliona. Louis Sarkozy, et du coup, forcément, ça va avoir un impact puisqu'il est chroniqueur sur LCI et intervenant dans la matinale de RMC. De Menton. Ça porte de... Pourquoi tu dis non, Patigliona? Tu es originaire de Menton? Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait se dire. J'ai vu quoi aussi en presse écrite? J'ai vu Télérama qui s'est pris la directrice de Télérama. Comme ça, on parle de tout le monde. La directrice de Télérama s'est pris une motion de défiance contre elle pour management brutal, ce qui peut du coup mettre en péril sa place et elle pourrait du coup sauter. C'est pas... Ah oui, t'as raison, c'est pas Meudon, c'est Menton. Excuse-moi, j'avoue, j'ai dit Meudon. C'est parce que je suis un gars des Hauts-de-Seine, t'as raison. Mais à culpa, j'ai dit Meudon, c'est Menton. J'ai menti, c'est Menton. Ouais, non, mais je me suis trompé, Patigliona. J'ai confondu Meudon et Menton. Je suis un gars des Hauts-de-Seine, je me suis trompé. Il y a un mot, une double page sur un cardinal imposé. Non. Non, il n'y a pas de mot avant imposé. Enfin, j'en vois pas, j'en ai pas mis. Non, mais c'est moi, j'ai dit Meudon. Menton, ville très favorable, exactement, ouais. Ouais, c'est dans le sud, le soleil. Il a mangé une mangue, quoi. Qui était excellente. Je trouvais qu'il y avait fait la... Oh, Lonely. Coucou Kenza. Et donc voilà. Donc là, on a parlé de la presse entière. Ouais, c'est pour ça que je dis, Télérama s'est aussi pris du coup une motion de défiance et la direction devrait aussi... il y a des fusibles qui devraient sauter. Donc c'est assez intéressant que voilà, tout ne se passe pas de manière parfaitement. Tout ne se passe pas de manière parfaitement partout, sur tous les médias. Donc c'est pas toujours facile. Désolé, je réponds juste un message. Tu peux expliquer le thème? Bah en gros, tac. Je pensais que c'était ça ou la double page qui était imposée. C'est la double page qui est imposée. Et eux. Bah là en gros, Kenza qui vient d'arriver, on a parlé de l'arrêt des mystères de l'amour, on a parlé de l'arrêt de Lego Master. Là, on vient de parler de... Donc là, on a parlé excusez-moi, parce que j'ai reçu plein de messages. Complicado. On a parlé de la presse écrite, Le Parisien, Femme Actuelle, Télérama. On peut parler de Game One, comme on a dit, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais Game One, voilà, ça s'arrête, c'est une émission classique. Je pense qu'on fait un peu le tour, qu'on a parlé de Game One. Il n'y a pas énormément de choses à raconter.
Faudrait faire une spéciale avec les anciens. Hein. Moi, j'en connais des gens de Game One. On pourrait faire une spéciale avec les anciens. Mais voilà. Ah oui, j'ai tout loupé, quoi. Non, arrête de répondre à tes meufs. Non, alors, si seulement. Hello. Hello. Hello, si seulement. Si seulement. Si seulement. Si seulement. Si, maman, si. Si, maman, si. Mais non. Non, 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 non. Ah non. Bah non, bah non. Bah, je serai pas en live, hein. Je serai pas là. Je serai pas là, je serai pas avec vous, je serai pas à faire des débats. C'est des trublions, c'est des trublions qui m'envoient des messages avant tout. On va parler. Il est demandé le flow. Ouais, je suis demandé. Je suis demandé par des loupards. Je suis demandé par des lascars. C'est tout ce qu'il y a, je suis demandé. Mais en vrai, c'est vous ma vraie famille. Tu sais, c'est les influenceurs qui disent ça. C'est vous ma vraie famille. C'est vous. C'est avec vous que j'ai envie de parler. C'est pour ça que je passe mon vendredi soir. Vous rendez compte? J'ai 32 ans. J'ai 32 ans et je passe mon vendredi soir avec vous. Si ça, c'est pas de l'amour, je sais pas ce que c'est. C'est vous que j'aime. C'est vous que j'aime. Par des brouteurs, tu vois. Non, j'espère que c'est pas des brouteurs. Quand même. Bon, ils m'ont demandé 5 000, elle m'a demandé 5 000 euros pour l'aider. Mais quand même, c'est pas des brouteurs. Oh, après ces bêtises, les images des chefs de parti de gauche qui sortent du très chic restaurant de Matignon sur X. Ah ouais? Ils sont allés à Matignon. Comme quoi ils sont allés à Matignon. La gauche est à Matignon, on peut dire. Sacré Brad. Ouais, c'est ça. Alors, on va parler un peu de Léa Salamé. On va le faire un peu en deux parties, plusieurs sujets. Vous le savez, depuis la rentrée, Léa Salamé est sur France 2 aux 20h tous les soirs, le JT. Et donc, on peut pas dire que elle n'a pas été forcément gâtée par les téléspectateurs, par la presse, par les critiques, par les gens qui l'ont pointé du doigt, qui l'ont un peu perturbée. Elle a fait des erreurs, hein, les erreurs sont humaines. Moi, j'avoue que je fais partie des gens qui l'ont souvent défendu. Pour le coup, je l'ai souvent défendu parce que je pense que on est très sévère parce que c'est Léa Salamé. Et donc, ces audiences n'étaient pas folichonnes. Vraiment une rentrée qui était un peu complexe. Pas à se dire, on nous annonce la star et on n'a pas la star. On nous annonce quelqu'un et on a des scores qui sont au final stables sur un an. Pour la partie principale, hein, évidemment, celle qui était avant qu'elle fasse 1 heure, avant que le JT fasse 1 heure. Donc Léa Salamé, on se disait, bon, elle nous attire pas de nouveau public, les audiences ne dépassent pas les 20 points de PDA, c'est compliqué. Mais l'une de ses missions, c'est de faire revenir des personnalités politiques à la télévision. Et donc, ce mercredi, qui on a eu aux 20h de France 2? On a eu Sébastien Lecornu. Et oui, Sébastien Lecornu. Vous êtes ce soir aux 20h de France 2. Est-ce que vous allez rester Premier ministre? Parce que comme vous avez pu le voir, ça m'a fait mal à la gorge en le faisant. Comme vous avez pu le voir, Léa Salamé a eu une extinction de voix. Vous vous rendez compte quand même? Une extinction de voix. Depuis la rentrée, tout va bien. Pour sa voix, pour elle, elle est en forme. Tout va bien. Elle a une petite coquille. Elle se dit, faut que j'ai les personnalités politiques. Elle reçoit le Premier ministre démissionnaire sur son plateau. Il faut que ce soit le soir où elle a une extinction de voix. Le truc, il est incroyablement culte. Franchement, fallait l'écrire, t'as l'impression qu'il y a le karma qui est contre elle, la pauvre. Et en réalité, si ça n'avait pas été Sébastien Lecornu, on aurait mis le Joker. Ils auraient appelé quelqu'un pour la remplacer. Mécaniquement, hein. On aurait eu Jean-Baptiste Marteau qui serait venu. Mais là, elle s'est dit, non, c'est pas possible, je dois être là. Alors, l'isopaïne, etc., je pense qu'elle a mis à total pour pouvoir tenir l'interview. Mais elle a fait du mieux possible. En tout cas, l'interview a été suivie par 6,8 millions de téléspectateurs, a atteint une part d'audience de 32,4% de PDA, ce qui permet à tout le journal, sans découpage, d'être suivi par 5,84 millions de téléspectateurs, soit 28,4% du public, selon Médiamétrie toujours, devançant de fait TF1, ce qui est exceptionnel. C'est vraiment atypique, inédit pour France 2 depuis un nombre d'années incroyable. Donc c'est un record pour Léa Salamé, c'est un record depuis plusieurs années
pour le 20h de France 2, c'est un vrai succès pour Léa Salamé. Maintenant, c'est un succès one shot, et on n'est pas sûr voilà, que ça soit que c'est pas les audiences qu'elle va continuer à faire. Mais en tout cas, il y a eu 6,8 millions de personnes qui sont venues au moins aux 20h de France 2, merci Cicia, aux 20h de France 2 de Léa Salamé, qui ont pu voir son JT. Et donc c'est un moyen de montrer aussi une dynamique, et c'est aussi une bascule pour eux. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait Laure Lavalette du coup du RN sur BFM TV, et donc là maintenant il y a le député de la France Insoumise qui est présente, j'ai plus son nom avec les petites lunettes blanches aussi, ainsi que Aurore Berger. Comme quoi il y a de tout sur BFM. Mais voilà. Donc score impressionnant, réussite, c'est possible, comme quoi le 20h de France 2 peut faire de l'audience. Bonsoir Florian, sympa un live ce vendredi soir, merci Cicia, bah ouais, super chouette, bonsoir à toi. Ton avis perso, elle va rester Salamé? Oui. Léa Salamé, pourquoi? Oh, l'Onelli. Je sais que t'as juste fait une vanne. Cette femme est une blague pour toi, William, ok. J'ai vu que les extraits sur TikTok. Ok, hello. Elle force tellement pour parler, on dirait qu'elle est émue. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Elle est devenue marteau, j'ai envie de... Oh, lololo, Nelly. Ça, il n'y aurait pas eu le cornu, j'aurais pas regardé la DLFI. Bah, c'est ça. Mais au moins, ça a attiré des gens sur son journal. C'est ça, la force. Ils reviennent car elle est plus consensuelle que la piste qu'il était déjà beaucoup. Pour toi, pourquoi? Ok. Sauf que c'est redescendu dès le lendemain. Oui, c'est ça, mais c'était sûr que ça allait redescendre. Hein. Quelle est la valeur ajoutée de Léa Salamé par rapport à l'APIC selon toi? Oh, c'est un ton qui est comme différent. C'est un ton qui est différent, si c'est, je pense. C'est un ton. Après, les deux sont des bonnes présentatrices, honnêtement. Sébastien Lecornu, renommé Premier ministre. Voilà, fallait le dire, c'est tombé à l'instant. Ce foutage de gueule. Non, c'est un peu du foutage de gueule. C'est incroyable. Il fait le 20h et son émission le samedi, c'est beaucoup. Ouais. Sébastien Le... Non mais les gars. Vous vous rendez compte? Ah, vous êtes tous partis du chat. Hein. On était à 50, il y a plein de gens qui ont basculé. Sébastien Lecornu. Vous vous rendez compte un tout petit peu. Voilà, ça, tout qui tombe. Je pense que là, du coup, dans la soirée, on va avoir la gauche qui va dire on censure. On verra hein, qui va parler. Hein. Je crois que je vais vous laisser pour attaquer l'Élysée. Vous vous rendez compte que c'est le Cornu qui est nommé Premier ministre. Franchement, on a l'impression que c'est une énorme vanne. C'est énorme. Parce que dans ce même... Mais moi, je le savais. C'était prévisible. Hein. Dans cette même interview auprès de Léa Salamé, Sébastien Lecornu a dit mot pour mot « Je ne serai plus Premier ministre ». Tout ça pour Lecornu. Vous vous rendez compte qu'ils ont passé toute la journée? Non, mais c'est lunaire. Quand Lecornu disait « Non, je reviens pas », c'était pour négocier aussi. Négocier. Exactement, négocier quoi, on sait même pas. Macron démissionne quand pour toi? Pour moi, Macron ne démissionne pas. Il est vraiment atteint, ce président, pour toi, Flo. Tout ça pour ça, ouais, François, vraiment tout ça pour ça. Je suis pas du tout choqué pour toi, Sévan. C'est du jamais vu, non, 2 fois le même Premier ministre. Alors déjà, c'est du jamais vu, un Premier ministre qui n'a jamais eu d'action en tant que Premier ministre qui démissionne. Ce qui est jamais vu, on en parlera tout à l'heure, le gouvernement. En vrai, on peut en parler maintenant, c'est pas grave. On parle maintenant, allez, on rentre directement dans le gros sujet de la soirée. On va parler crise politique, médias. On va vraiment... C'est du jamais vu, tout ce qui peut se passer depuis dimanche dernier. C'est-à-dire que le 9 septembre, date de mon anniversaire, comme vous le savez, on l'a fêté ensemble. Il est réélu là? Non, il n'est pas réélu, il est renommé. Heureusement, ma mère rentre plus vite des courses. Et qui a menti son diplôme de droit. C'est vrai. Mais le 9 septembre, jour de mon anniversaire, et celui de Pascal Praud, Sébastien Lecornu est nommé à Matignon. Donc, juste après un jour, le lendemain de la chute de François Bayrou. Donc, Sébastien Lecornu, on lui dit, trouve un gouvernement. Il met 25 jours. 25 jours, 25 fucking days, días, pour faire ce gouvernement. Il fait un gouvernement? Allez, il fait un gouvernement qu'il sort, il annonce à l'arrache un dimanche soir. Il annonce à l'arrache un dimanche soir. Les journalistes, c'est là, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un délire. On découvre ce gouvernement qui est à 2, 3, je crois 5 ou 6 personnes différentes, mais le même que celui qui est tombé avec François Bayrou. Voilà, les gens disent, on se fout de notre gueule.
Sur X, Bruno Retailleau dit « Ah mais moi je veux pas en être, c'est quoi ce délire, c'est n'importe quoi. » Frère, tu es dans le gouvernement que tu contredis, que tu veux faire tomber. Mais c'est n'importe quoi. Il suffit d'une journée, même pas 24 heures, Sébastien Lecornu démissionne. Sébastien Lecornu démissionne. Et là, c'est parti pour la semaine complètement dingo dans les médias, où tout le monde... La question, c'est quel va être le nouveau gouvernement. Bon, c'est ça la question, mais la question, c'est... Alors déjà, la question, c'est quelles vont être les réactions politiques de tous les partis. Je pense que, clairement, le RN, ils l'ont dit, ils vont tout censurer. Le LFI l'a dit, ils vont tout censurer. La vraie question, ça sera la gauche. C'est la gauche qui décidera. Le PS, les Verts et le Parti communiste. Comment vont-ils se positionner? Il y avait celui de la vidéo de Macron sur CNews par un chroniqueur. Ah oui, en effet, on va pouvoir en parler aussi. Le sujet de la vidéo de Macron sur CNews par un chroniqueur. Lorsque Sébastien Lecornu démissionne, Emmanuel Macron préparait au Panthéon la panthéonisation de Robert Badinter. Grand monsieur, par ailleurs. Très grand monsieur, qui mérite sa place au Panthéon. Sauf qu'il apprend cette nouvelle-là, et on découvre sur BFM TV une image de Macron en train de marcher sur les quais de Seine, mais vraiment à côté du Panthéon, pour le coup. Et donc là, sur CNews, alors c'est pas un chroniqueur, c'est un député Modem. Qui balance, comme ça. Tout ça, c'est pipoté. Tout ça, c'est de la mise en scène. L'Élysée a contacté BFM TV. Alors là, tu vois, tu te dis, voilà, encore une mise en scène, une arnaque, une manière de transformer l'information. Et donc BFM TV est obligé de s'expliquer. BFM s'explique. Et moi, d'ailleurs, j'ai eu cette confirmation-là aussi. C'est un journaliste qui ne travaillait pas ce jour-là, qui se baladait dans ce quartier à vélo, qui tombe sur Emmanuel Macron. En gros, il voit Emmanuel Macron, il filme au téléphone, parce qu'on aurait eu des meilleures images quand même. Hein. C'est pas que moi je crois la version de BFM TV. Après, chacun croit ce qu'il veut. Là, dans les théories, j'ai pas assez de preuves. Mais en tout cas, moi je crois la version de BFM TV qui dit que le journaliste il voit les images, il filme, mais en fait, quand on regarde la vidéo, elle dure pas très longtemps. Il fait ça. Hein. Et ensuite, il se dit ces vidéos-là, moi je bosse à BFM, je l'envoie à BFM. Et c'est pour ça que BFM, on peut avoir cette vidéo-là. Maintenant, les théories du complot diront que cette vidéo-là a été mise en scène par Macron, etc. etc. Quel nouveau? On reprend les mêmes, c'est ça. On prend les mêmes et on repart. Qui va trahir son parti pour être dans le gouvernement? C'est assez intéressant de voir... En plus, voilà, Sébastien Lecornu qui dit sur X, j'accepte par devoir la mission qui m'est confiée par le président de la République. Et c'est assez marrant parce que ça va rejoindre une prise de parole d'Éric Revel, qui était très intéressante en début de semaine, qui est aussi une théorie du complot. Hein, mais le PS et les Verts, c'est la droite, pour toi, pourquoi? Ok. Voilà, je suis pas trop d'accord avec toi, mais Sévan, il décide de beaucoup, je pense, et c'est déjà joué, c'est le deal. William, le week-end de feu sur les chaînes d'infos, ouais, ça va être le Far West. Comme de par hasard, voilà, je m'attendais à ce que vous disiez ça. Comme de par hasard. Non, mais il a un téléphone qui date où il filme un sosie. Personne n'y croit. Je suis complotiste, alors aucun problème. Oui, alors après, voilà, c'est... en vrai, j'ai aucun argument pour vous dire que c'est pas l'Élysée qui les prévient. Voilà, du coup, moi, je vais croire les équipes de BFM TV. Mais il y aura quand même pas Bruno Le Maire. Alors, s'il y a Bruno Le Maire, ça serait culte. Vraiment culte. Alors, c'est très marrant parce que là, du coup, il y a des plans sur BFM TV. Hein, et c'est vraiment le travail des journalistes maintenant, les journalistes politiques, c'est qu'ils reçoivent tout sur leur téléphone. Et c'est moi ce que je recevais tout à l'heure sur mon téléphone, des gens qui me donnaient des infos, sans me donner des infos, mais des analyses. Et quand les journalistes politiques, même sur les plateaux télé, en fait, c'est vrai qu'ils zooment, ils montrent aussi le travail de journalistes politiques, qui est que, dans ces moments-là, il faut montrer le téléphone, parce qu'en fait, c'est le seul moyen en plateau de recevoir toutes les infos. Et là, ce qu'ils veulent absolument avoir, tous, c'est une parole de l'entourage du président. Là, typiquement, on a Emmanuel Macron donne carte blanche à Sébastien Lecornu. On verra ce que veut dire carte blanche. Mais ils veulent aussi de savoir les réponses, les réactions des partis de gauche, les partis de droite. Donc c'est comme ça que le journaliste politique, il a ses infos. Il est dans des boucles WhatsApp.
Moi-même, je suis dans des boucles WhatsApp de certains partis politiques, dont j'ai l'actualité de certains partis. Je pourrais vous dire tel parti, sa réaction, si ça tombe à tel ou tel moment. Là, moi, je n'en ai pas eu dans la boucle dans laquelle je suis, mais on peut en avoir, savoir comment ils se positionnent, est-ce qu'ils disent tout de suite qu'ils veulent censurer, est-ce qu'ils disent tout de suite on se fout, on se moque de nous. Il y a les réactions sur X, donc médiatiquement, là, c'est une boule de feu qui explose, et de toute façon, c'est une boule de feu qui explose depuis le début de semaine, depuis l'annonce à l'arrache du gouvernement un dimanche soir. On est là dans un grand cirque médiatique où les gens prennent la parole, annoncent des choses. En vrai, l'interview chez Salamé, Macron dit qu'il donne 48 heures à son premier ministre démissionnaire. Mercredi, il dit « Je donne 48 heures pour vous donner un premier ministre. Un nouveau premier ministre. » Et déjà, quand il dit qu'il va annoncer le premier ministre, il dit pas que c'est un nouveau premier ministre, il dit « J'annonce le premier ministre. » Et on découvre que c'est le même qu'avant. Ça va être complètement fou. Donc voilà, là, ils ont comme il s'appelle, Éric Coquerel qui est sur le plateau, qui est déjà en réaction. Les 100 milliards du CICE sont d'accord avec moi. Tu dis pourquoi d'accord? François Hollande, Premier ministre, tu dis William. Le maire, je le vois bien à la santé. Ça dépend quelle santé tu parles. Je parie sur le maire, oui, mais Retailleau sort. Retailleau, il a dit, lui, qu'il sortirait si c'est un ministre macroniste. Donc ça, il y a des grandes chances qu'on n'ait plus Bruno Retailleau au gouvernement. Mais est-ce qu'on aura des gens LR? Comment est-ce que LR va se positionner? Est-ce que s'il y a un Bruno Retailleau, s'il y a un Bruno Le Maire, je confonds les Bruno, est-ce que s'il y a un Bruno Le Maire, est-ce que LR va soutenir ce gouvernement? En tout cas, ne va pas voter une censure. Tout ça va être ultra intéressant par rapport à ça. Hanouna est spécialiste politique aussi dans ses émissions. Ouais, bon, ça, sur TBT9, je rate pas les analyses politiques. Salut Aïcha. Je suis perdu, girouette, t'as dit Aïcha. Ok. Donc on a vraiment tout ce folklore toute la semaine, avec du coup cette vidéo, l'interview de Le Cornu, cette attente là toute la journée où on a eu tous les sortants, tous les arrivants à l'Elysée, tous les sortants aussi, c'était complètement dingue. C'est vrai qu'on est complètement paumé. En vrai, ce qui est beaucoup plus grave, c'est surtout pour la France, de se dire comment est-ce qu'on va arriver quand même à trouver un juste équilibre. Ah oui, attendez, c'était pas tout. On a eu aussi Édouard Philippe, qui va dans les médias pour dire que Macron doit démissionner. Ce même Édouard Philippe qui a menacé de ne pas faire participer son parti si un macroniste est nommé. Bah, Le Cornu est nommé, donc ça va être renommé, donc ça va être quelque chose. Gabriel Attal, qui critique évidemment le président, qui fait partie de son même parti, et qui est fondateur du parti dont il est président. C'est Gabriel Attal. On est sur quelque chose d'assez impressionnant. Le PS qui dit on veut un Premier ministre socialiste, encore une fois, on a eu toute la semaine l'annonce, c'est un Premier ministre socialiste, là on va tester les socialistes, on va tester la gauche. Les noms qui sont sortis dans les médias. On a eu Jean-Louis Borloo, on a eu Jean-Louis Borloo, on a eu le patron du MEDEF, on a eu tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment aussi la folie médiatique qui est là-dedans. Bon voilà, motion de censure de LFI dès lundi. LFI, ils rigolent pas, annonce dès lundi, motion de censure de la France Insoumise, qui sera votée du coup par le Rassemblement National, et qui peut être votée à voir. En fait, on ne sait pas encore la position du Parti Socialiste et du Parti des Verts, qui ensemble, si tous ensemble votent la censure, ça fait tomber. Ça fait tomber. Donc ça, on l'a pas encore. J'aurais aimé Borloo, toi tu dis Aïcha. Oui, bah Borloo, mais en fait Borloo il le déteste. Macron déteste Borloo et Borloo déteste Macron. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre, parce que si on connaît un peu la politique, on sait que Borloo, il a toujours été UDI, mais en vrai il était un peu électron libre, pas un gars de gauche, pas un gars de droite, mais par exemple quand il avait fait son rapport sur la banlieue, sur lequel il avait travaillé avec ses équipes pour proposer vraiment une restructuration de la banlieue, pour tirer la banlieue vers le haut, bah Macron il a dit « Ah, ton programme pour la banlieue? Alors il est bien, hein, mais on va le mettre à la poubelle, frérot. » Et là ils ont dit « Ah ouais, ça c'est chaud. Ça c'est très très chaud. » Pour toi, Paquita, ça fait grave dictature. Mais en tout cas, ça montre une situation pour la moins délicate. En effet, les journalistes politiques vont énormément bosser tout le week-end, parce que maintenant, il va y avoir la question, c'est un peu ce que vous faisiez là. On va voir dans les médias toutes les possibilités de personnes, où est-ce qu'on va les placer, parce que là, ils veulent un gouvernement rapidement. Parce que s'il faut voter le budget, il faut un gouvernement rapidement. Donc tout ça, ça va être ultra galère. C'est vrai que les gens
bah, y a plein de gens qui s'en éloignent complètement, mais en vrai, c'est quand même l'avenir de la France qui est qui est en question, en fonction de la politique qui est menée. Euh, donc voilà, réunion demain de LR, savoir comment ils vont se positionner par rapport à ça. 2-0. Vous voulez mon avis, honnêtement, ça va péter. Ça va péter, ça va péter. Ouais. Hanouna la culture d'après ici. Bah, je vais changer un peu de chaîne, on va voir sur CNews comment ils abordent ça, comment ils abordent le sujet. Gilbert Collard qui commente la décision. Bon, Gilbert Collard, quoi. Gilbert Coco, Gigi. Je pense qu'on va avoir encore, du coup, des émissions politiques en veux-tu, en voilà. On a vu quand même que la politique a porté les chaînes info, hein, parce qu'on a eu des scores monstrueux sur les chaînes info. On a un CNews qui a fait une semaine, je pense une semaine historique, qui lundi s'est rapproché à 0,5 points. 0,5 points de PDA de France 3. CNews était en passe de devenir la 4e chaîne nationale. Je ne sais pas si on est conscient de ce qui se passe. Dans la semaine, ils ont eu des records historiques quasiment tous les jours sur différentes tranches, et ils ont été à 0,9 points d'M6 sur une journée où il n'y avait pas eu de... Ça n'a pas été la journée avec la plus grosse actu possible. Donc même ça, c'est assez impressionnant. Donc quand tu vas sur CNews, tu te rends compte que eux, on verra, je pense, je ferai peut-être un sujet demain hein, pour les audiences de ce soir, parce que je pense que nombreux ont été les Français qui ont attendu et qui là regardent, alors sois content, il y a peut-être des gens qui sont contents, mais peut-être éberlués de se dire on prend le même et ça continue. On prend le même et ça continue. Ils savent tous que Macron c'est le Titanic, tous le lâchent à moins de magouilles de promesses. On va voir des épisodes politiques. Ah ouais, bah là, en vrai, j'en parlais du coup avec un journaliste politique tout à l'heure, et on disait qu'en fait, pour ceux qui aiment la politique politicienne, c'est incroyable. Mais pour ceux qui se disent, en fait, il y a un moment donné, à peut-être prendre des décisions, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon live, oh, c'est gentil les filles. Bah ouais, là, on est obligé de passer en mode... je prends ma casquette journaliste pur pour essayer de vous proposer toujours une petite analyse quand même. Mais on est sur quelque chose de très très historique. Et là, il y a une théorie qui avait été lancée par Éric Revel, dont je vais vous parler. Donc Éric Revel, je vais passer sur LCI hein, pour voir aussi un peu la différence. Éric Revel, qui est quand même un habitué aujourd'hui, mais un ancien quand même patron, qui est passé patron d'LCI et tout. Éric Revel a une théorie qui dit que, depuis le début, Macron, il voulait que ça pète dimanche dernier. Donc il demande à Sébastien Lecornu de gagner du temps pour se rapprocher du budget. Il nomme un gouvernement qu'il sait que ce gouvernement tombera. Pourquoi vous dites tous de good live, very good live, j'ai pas votre ref. L'après-présidentielle, ça va être festival cette fois. Mais c'est gentil, si vous parlez de mon live à moi, c'est gentil. Et donc Éric Revel dit, non mais en fait il a tout fait pour pouvoir faire attendre le gouvernement. Le gouvernement tombe, il piège Bruno Retailleau en faisant... Ah, il y a eu un signalement ? On sécurise live parce qu'on a des attentions de TikTok, genre c'est un attention avant que tu... Ah ouais ? Ça c'est ouf. Vous pensez c'est parce que je parle reste prudent, responsable lors de tes partages, prends constamment considération de ton environnement. Ah, vous pensez que c'est parce que... J'ai un message sur mon TikTok aussi. Vous pensez que c'est parce qu'on parle politique ? J'avoue que là j'ai ouvert un peu le sujet politique. Merci de mettre des good lives. J'ai pas, parce que j'avoue, moi j'ai pas ce truc là. Ou est-ce que j'ai dit un mot genre théorie et con et plot ? Je sais pas. C'est très bizarre. En tout cas, l'idée c'était que il voulait que le gouvernement tombe pour que Sébastien Lecornu démissionne, que tous les partis se sentent concernés en se disant il faut agir, on peut pas faire de la petite tambouille parce qu'on n'est pas content, etc. Pour à la fin renommer Sébastien Lecornu et se dire en fait là maintenant si vous voulez que ça tienne, il est déjà tombé. Si vous voulez vraiment faire chuter la France, ça va faire chuter. J'ai cru que j'avais dit une dinguerie, mais en fait je sais pas ce que j'ai dit pour que ça fasse ça. Son truc il a pas marché là. En fait il a marché puisque Lecornu est encore nommé. Maintenant on va voir jusqu'au bout si la théorie pour Macron de faire voter son budget va fonctionner. Donc il y a un monde où ça fonctionne. Tu penses que Macron sait que 80% des Français souhaitent son départ ? Il a l'air à l'ouest quand même. Alors, ouais, après, moi je vais vous donner, là c'est vraiment mon opinion. Je ne suis pas pour qu'il démissionne simplement parce qu'il a un mandat et que
En soi, il n'y a pas de raison qu'il démissionne, à part si lui faisait une faute grave. Mais je vois pas pourquoi Macron démissionnerait. Euh, Parce que, en soi, bah, c'est le Parlement qui pourrait faire tout changer. Et en soi, la difficulté du Parlement qu'on a aujourd'hui est aussi que, bah, on a un Parlement qui est ingouvernable. Et comme en France, le gouvernement, le Parlement n'est pas prêt à faire des concessions comme ça peut exister dans d'autres pays, en Allemagne, en Belgique, je citerai aussi, voilà, par exemple, Israël, qui ont des modèles plus de coalition que ce qu'on a l'habitude d'avoir en France. On a souvent une majorité, même absolue, qui apparaît, et que là, de manière très exceptionnelle, on n'a aucune majorité qui peut gouverner. Et donc, aucune majorité qui peut gouverner implique le fait que c'est difficile de gouverner et de pouvoir choisir un Premier ministre. Je pense que ça joue aussi. Donc, forcément, tout ça, ça crée une ambiance un peu particulière. Et donc, je pense pas qu'une démission de Macron arrangerait les choses. Je pense que Macron, en vrai, qui termine son mandat, mais la dissolution permettrait éventuellement de davantage rééclaircir les choses, c'est-à-dire de pouvoir redistribuer les cartes du Parlement, puisque c'est le Parlement qui décidera du Premier ministre. C'est le Parlement qui décidera et qui fait voter les lois. C'est le Parlement qui a le plus de pouvoir. Et en soi, le président, faut qu'il préside. C'est comme quand il n'a pas la majorité, et on n'a pas demandé à Chirac ou à Mitterrand à l'époque de se retirer. Mais il doit laisser les manettes à ce qui doit ressembler à une coalition et pas ce qui doit ressembler à son programme. Ils veulent acter ça entre eux, une vraie secte pour toi, Mina, ok. Ouais, mais il va se faire censurer direct, les LR vont les censurer direct déjà. Les LR, ils ont dit qu'ils prendront la décision demain à 11h. Demain à 11h. Qu'est-ce qu'il a vendu à Lecornu pour qu'il accepte aussi? En vrai, Sébastien Lecornu doit faire partie des plus fidèles d'Emmanuel Macron. Sébastien Lecornu est présent au sein du gouvernement depuis 2017. Je pense même que c'est le politique qui est resté le plus longtemps de l'histoire de la Ve République ministre d'affilée. Je ne sais pas si vous êtes conscient, c'est-à-dire que depuis 2017, il est ministre. Il a été de tous les gouvernements. Et ça, c'est assez fou. J'ai fait un test, ça a refusé mon cop sur Griveaux. Ah ouais? C'est peut-être parce qu'on a passé en politique. On pensait que certains ont des dossiers sur Macron. Non, je pense pas. Alors, London, je vois, j'ai cité Israël. Je n'ai pas dit que Israël, je ne sais pas le gouvernement d'Israélien, c'était le modèle démocratique israélien qui fonctionne sur un système de coalition. C'est-à-dire qu'ils ont une forme de législative et chaque candidat, chaque, on va dire, député arrive à la Knesset et donc, pour créer un gouvernement, il faut faire des alliances. Mais comme on a en Espagne aussi, et donc c'est pour ça qu'on a plusieurs partis qui forment un gouvernement là-bas. Ce qui fonctionne, ça fonctionne comme ça fonctionne, je cite des modèles de démocratie. Parce qu'ils sont aussi, les modèles sont différents. Tout n'est que mise en scène et les Français, comme d'hab, ils s'en fichent pour toi, Pandora. Ok. Il y a une instabilité, on est en plein dedans. De Gaulle avait démissionné, le pays est bloqué par sa faute suite à sa dissolution et il a perdu. De Gaulle avait en effet démissionné, mais De Gaulle s'était représenté derrière. Et là, il y a aussi le petit flou juridique que plusieurs constitutionnalistes évoquent, qui est que si Macron démissionne, est-ce que selon la Constitution, Emmanuel Macron a bel et bien fait un mandat? Et donc, dans la Constitution, on ne peut pas faire plus de 2 mandats d'affilée. Mais si on estime que son deuxième mandat n'est pas officiellement un mandat fini, il existe un flou juridique qui pourrait permettre à Emmanuel Macron de se représenter s'il démissionne. Et là, je pense que ça vous ferait moins rire. Ceux qui sont contre Emmanuel Macron, évidemment. Je ne suis pas là pour vous dire quoi voter. Alors, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est une comédie ridicule. Voilà, je vous dis. Kohler, il a totalement disparu. Ouais, il est parti. Il est parti, Kohler. S'il y a des dossiers sur tout le monde, évidemment, on est en France. Ok. Ces gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, pitoyable pour toi, Mina. William Lecornu est là depuis l'époque Benalla. Il est là depuis très très longtemps, évidemment. Ah ouais. Oui, c'est ça, c'est une coalition, LFI. Oui, mais dès qu'on entend Israël, on a une décharge. Excusez-moi. C'est pas que j'ai dit. Mais en Espagne, c'est pareil. En Belgique, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. Il y a plein de pays où c'est comme ça. Et en vrai, nous, on aurait pu avoir ça dans le modèle qu'on a actuellement. Sauf qu'habituellement, on a toujours une majorité du côté du Parlement. Le Cornu fait partie du problème
pas de la solution depuis 2017. Pour toi, Farelito, Macron peut pas faire de mandat de suite. Dès que tu es élu, tu as fait ton mandat. Bah en fait, il est là, LFI, c'est que... C'est quoi un mandat? C'est 5 ans. En fait, d'un point de vue de la Constitution, il est là le flou constitutionnel. C'est qu'un mandat, c'est 5 ans. Un mandat, c'est pas un mois. Un mandat, c'est 5 ans. Donc, est-ce que faire 3 ans, c'est faire un mandat correct? Je sais pas. Alors Jean-Luc, il dit, à chaque tour de manège, le pompon reste au même endroit. Ceux qui ont été le décor de cette comédie en sont pour le ridicule. Macron ne peut faire autre chose que du Macron. Voilà, je vous le lis en direct. Après, les dossiers français, c'est toujours très en dessous de la ceinture depuis le temps des rois. C'est vrai aussi. Mais bon, là, moi, je vais pas relayer des théories du C, parce que j'ai peut-être parce que je parle de ça que ça fait tout ça. Macron, je le sens seul, il n'est pas accompagné. Bon, en vrai, je me fais pas trop de soucis pour Monsieur le Président de la République. Vraiment, j'ai plus le message. Ouais, il est parti. Je sais pas, c'est parce que je vais pas dire le mot qui commence par COMPLOT. Peut-être que c'est ça. Good life, good life. Good life. Very good life. It's a good life. Por favor, make a good life. To speak in politics, French politics. Very good life. Very good, but very bad politics in France. The crisis is not good. It's not very good. It's the hell. Que live incredibile. Sí. Incredibile. Este live. Este directo. Alors, Fabien Roussel, choix inacceptable. Encore, ce président est complètement coupé du peuple. Avec ses amis, ce sont les mercenaires de la finance jusqu'au bout. Passons-les par les urnes. Ça sent, en vrai, c'est quand même un sketch parce que il y a un risque où on a un Le Cornu qui saute. C'est parti le message. Ah, ça revient. Ah, mais alors, je sais pas. Je pense qu'il y a des mots qui passent pas. Peuple. It's unbelievable. No es correcto. Hidalgo fait plus Versailles réaliste que Macron au final. C'est vrai. Macron, c'est la grenouille qui se rêve plus gros que le bœuf. Ok, c'est bon pour le message. D'accord. C'est marrant. C'est la première fois qu'on a ça. Un message d'avertissement. Mais ouais, c'est complètement la folie. Macron repousse misérablement l'inévitable. Son départ, dit Mathilde Panot. C'est... Bon, en tout cas, c'est assez impressionnant. Là, je pense que là, les chaînes info vont partir sur du direct jusqu'à 1h, voire même 2h du matin. On est sur quelque chose qui est assez fou. J'ai screen ton souvenir. Oh, c'est gentil, hello. Par contre, après, il pourrait nommer qui? Bah, en vrai... Ah, attendez. Parce que je vous ai pas fait le canard. J'ai pas fait... Merci, LFI, tu me permets de faire la... Parce qu'il y a une autre théorie du complot. C'est qu'il ne fait que repousser l'inévitable. Les bans, c'est 10-15 jours. Ouais, on va éviter de se faire bannir. Pendant ce temps-là, ils foutent rien, tous ces gens. Le canard a répondu à CNews, du coup. Bah non, ils ont pas répondu. Ils ont pas répondu à CNews. C'est pas faute d'avoir cherché, hein. Le canard est périmé. Eh bien non. Je sais plus où c'était. Mince, j'ai mal au chercher, hein. Peu cher. Attendez. Bon, c'était sur... Non, ça doit peut-être sur les premières pages. En gros... Ils disent quoi dans la colonne média? Dans la colonne média, ça parle d'Antoine Arnaud, donc le gars du Parisien, qui est très pote avec le patron de média, Laurent Soli. Et l'autre, ça parle encore de Bolloré et de l'un de ses bouquins où il veut refaire le guide du routard. C'est bientôt les fêtes pour le canard. Mais attendez, j'ai oublié de vivre seul dans son palais. Bon, en vrai, c'est pas grave, parce que je sais l'avoir lu. Je sais que je l'avais lu quelque part. En gros, selon le canard, Emmanuel Macron a prévu des élections législatives les 16 et 23 novembre. Les 16 et 23 novembre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en gros, là, Emmanuel Macron, quand
le Cornu a démissionné il y a lundi dernier. Ah, le PS dit qu'il n'y a aucun deal avec le Cornu sur une non-censure. Donc déjà, ça va être ça. Et donc, Emmanuel Macron a envoyé une circulaire à l'ensemble des préfets en France pour leur dire, préparez-vous éventuellement à une législative les 16 et 23 novembre. 3-0 pour la France, alléluia, et 1 et 2 et 3-0. Une législative les 16 et 23 novembre. Mais comment on organise une législative les 16 et 23 novembre? Mais il faut dissoudre l'Assemblée. Mais comment est-ce qu'on dissout l'Assemblée? Eh bien, en décidant de le dissoudre. Mais quand tu dissous l'Assemblée, quand est-ce qu'ont lieu les prochaines élections? Un mois plus tard. Un mois plus tard. C'est-à-dire que, selon le Canard, si la date c'est le 16 et le 23 novembre, Macron... Oh, Florian Thauvin, 93 en plus, Florian. C'est-à-dire que Macron prévoit de dissoudre l'Assemblée la semaine prochaine. C'est QFD. C'est-à-dire qu'il n'y a que le 15. À partir du 15, il pourra dissoudre l'Assemblée. Et donc l'élection aura lieu un mois plus tard. Soit le 16 novembre. Et donc on en arrive à quoi? On en arrive à Emmanuel Macron qui pousse encore, en gros, il se dit là, je pousse encore quelques jours le Cornu. Et si le Cornu une deuxième fois ça passe pas, on dissout. La circulaire est envoyée au préfet. Élection les 16 et 23 novembre. Et let's go party tonight. Qui va trahir le PS? Qui va trahir les écolos? C'est ma question pour l'entrée du gouvernement. En gros, qui ne va pas voter la censure? Parce que là, tout le monde annonce voter une censure. Une campagne électorale, une élection, ça coûte cher, exactement. T'as 100% raison, Cicia. Je suis fort, c'est gentil, William. Mais il peut se présenter au présidentiel. L'argent que ça nous coûte, toutes ces conneries à chaque fois. En effet, il faut savoir que Cicia a complètement raison. Merci de dire que je suis fort, William. Une élection, de manière générale, ça a un coût monstrueux. Emmanuel Macron, lorsqu'il a dissous il y a un an, a creusé un trou, mais énorme, à cause de l'élection. Puisqu'il faut envoyer le papier, mobiliser des gens, t'as tout, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère les élections. Donc tout ça est un enfer monstrueux. Donc, le souci, c'est qu'en effet, ça coûte cher. Mais pourquoi ça coûte cher? Parce que c'est Emmanuel Macron qui a décidé de dissoudre il y a un an. S'il n'avait pas dissous, il n'y aurait pas eu toutes ces histoires actuellement. Donc il a décidé de dissoudre. Donc c'est ingouvernable. Mais si c'est ingouvernable, il faut quand même pouvoir voter avant une possibilité. Donc il n'aura pas le choix que de redissoudre. C'est vraiment la seule équation qui existe. Ça va coûter cher, mais je crois qu'on n'est plus à une dépense près de la part de monsieur le président de la République. Les ministres qui ont été nommés là pendant 15 heures partent avec 3 mois d'indemnité, je crois, pour 15 heures. Non, ils ont finalement... Vina, ils ont... Alors ça devait être le cas, en effet, tu as raison, ça devait être le cas. Sauf que ça a été finalement démenti et ils ont annoncé qu'aucun ministre ne touchera ces indemnités pour la durée pour laquelle ils ont été nommés, pour du coup 15 heures. Aucun. J'espère qu'il n'y aura pas d'élection sérieuse pour toi, Sévan. Ça sent quand même. Ça, en vrai, ça sent. Je vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir, notamment en rechoisissant le Cornu. Ah, là, ça se clash sur BFM. Hein. Là, je sens, là, ça monte un peu. Ça parle au corps de ça. Ça met les mains comme ci, comme ça. C'est un peu tendu. Mais ouais. Ouais, le Mozart de la finance, on en est un peu loin. C'est un peu plus compliqué, là. Donc, voilà. On a fait un peu le tour, je pense. Je vais tourner en boucle sinon. Ça fait 1h45. C'était une soirée un peu particulière, mais je pense que je vais essayer de vous faire des soirées un peu particulières. On a du breaking news comme ça. S'il y a élection, évidemment, on se fera une spéciale dissolution. On se fera une spéciale premier tour, deuxième tour. Merci à vous de me donner toujours autant de force. Toi, tu aurais des BFM. Bah, moi, j'aurais des BFM, ouais, c'est le premier truc. Mais j'avoue que c'est un peu, là, je vois, il monte un peu le ton. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas abonnés, à jouer comme Gabin Code, c'est super sympa, donner de la force. On continue à faire grandir la chaîne, on a des interviews, les interviews d'Ali Badou ont été mises en ligne sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Vous retrouverez très prochainement les interviews de Magloire aussi sur ma chaîne et ailleurs. Des vidéos toujours présentes. Vous me retrouverez, comme je dis à chaque fois aussi, prochainement dans la prochaine vidéo de Kevin Razi qui s'appelle Tout le monde le sait, qui est un jeu comme un jeu télé, mais un jeu pour YouTube, avec de l'info, et je fais partie de l'aventure, donc vous m'entendrez dans ce format-là. Prenez vos places si ça vous intéresse, vous allez sur le compte Instagram de Kevin Razi, n'hésitez pas à y aller, vraiment. Et sinon, on se retrouve très bientôt, en live.
On désire être en guest lors d'un spécialiste solution. Ouais, bah peut-être qu'il y en a certains qui monteront. Very good live, very good live, very good party. Tu pourras faire une interview de Johan Deluxe. En vrai, je pourrais, parce que je connais. Et oui, t'arrives à la fin, très happy, là. On a fait une spéciale crise politique. Ça allait dans tous les sens. Ouais, je pourrais faire Johan Deluxe. Après, je sais pas s'il accepterait de parler, mais je le connais bien. Alors là, pour le coup, Johan Deluxe, je le connais bien. Donc, si un jour ça vous intéresse, je pourrais essayer, en effet. Mais en tout cas, voilà, on va continuer. Il y a plein de projets qui arrivent, plein de projets super chouettes qui arrivent. On continue à faire grandir la chaîne. Merci de votre confiance. Merci d'être là pendant les lives, même les vendredis soirs. On continue à s'éclater comme pas possible et ça me fait toujours autant plaisir. Donc merci à vous de tout mon cœur. En effet, il n'y a pas de madame dans ma vie, mais en tout cas, j'ai une commu en or et c'est vraiment une chance incroyable. Et je suis content de vous donner un peu d'infos, vous donner un peu d'analyse, un peu de décryptage. Tu n'as pas été projets sur un TikTok sans live, j'ai pas suivi. Mes projets, grosso modo, Très Happy. Je le refais pour Très Happy parce que c'est aussi c'est une historique, elle est là depuis longtemps aussi. La chaîne TikTok, Instagram continue de grandir, comme on le voit, plus en plus de vidéos, plus en plus de contenu. Donc j'essaie vraiment de développer tout ce... Même avec une madame, tu peux faire des lives. Ça, je verrai si madame accepte. Mais bon... Donc plus de vidéos, plus des interviews du coup qui arrivent. Il y a eu les interviews d'Ali Badou qui ont été diffusées sur TikTok cette semaine pour son arrivée sur TV5 Monde pour la grande galerie francophone. Des interviews, il y aura plein d'interviews de Magloire qui vont débarquer aussi. Donc il y a des interviews, des formats d'interviews qui vont arriver. Il faut trouver une madame qui te laissera faire des lives. Ouais, c'est ça. Exactement, hello, t'as tout compris. Ensuite, je vais tourner avec Kevin Razi un jeu sur YouTube, un jeu super chouette qui s'appelle Tout le monde le sait, dans lequel des candidats vont devoir trouver la fin de réponse lors de micro-trottoirs. Et donc moi, j'aurai une place un peu particulière, puisqu'on ne me verra pas, on m'entendra durant l'émission, mais on ne me verra pas, je serai ce qu'on appelle la source. Je sais que tu te poseras, hello, la familia. Donc je serai la source, et donc ce format-là, organisé par Kevin Razi, on fait le tournage le 18 octobre, donc ceux qui veulent venir, vous pouvez prendre des places, donner de la force à Kevin, à moi et à l'ensemble et aux médias indépendants. Venez voir, ça peut être super chouette si ça vous intéresse. J'ai des projets d'ateliers d'éducation média, d'initiation à l'intelligence artificielle aussi auprès des plus jeunes, c'est assez essentiel, leur donner les clés. Et voilà, et puis des fois j'ai encore des petites pistes avec très peu de médias, pas énormément, mais certains. On attend des réponses. Et donc voilà, donc merci à vous, on n'est plus qu'une vingtaine, mais je vous embrasse très fort. Merci Cicia pour les roses que tu m'envoies. C'est toi qui m'illumine. Tu es génial, vous êtes géniaux, c'est super sympa, tous les lives qu'on fait ensemble. Vous me donnez une énergie folle et c'est incroyable. Et peut-être que un jour, je n'aurai même plus besoin d'avoir aujourd'hui un média, parce que le média, ça sera moi, ça sera nous, ça sera vous. On sera ensemble. On va partir sur un générique comme d'habitude. Bisous tout le monde, bonne nuit, bonne soirée. On va partir sur le générique des paroles et des actes. Voilà, je sais même plus si ça avait un générique des paroles et des actes, mais comme c'était une soirée un peu politique, on va le faire. Eh bien, il y en a un, on part dessus. Bonne soirée à tous, vive l'info, vive les médias et vive le journalisme. François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ils sont les deux finalistes de la présidentielle et ils seront ce soir les invités des paroles et des actes. Quelle différence, quelle ressemblance, quelle cohérence face à Nathalie Saint-Cric, face à François Langlais, face à Fabien Amias. Ciao.